Ça tourne en boucle comme BFM, t'existes plus comme REM. Tout est en grève comme RER, ça capte partout comme France Inter. Faut pas croire tout ce qu'on dit à la télévision. Merci YouTube pour la liberté d'expression. C'est la vérité absolue, juste de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. C'est la vérité absolue, juste de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. Calme-toi Dimitri, la force tranquille, ça tape dans le mille. De midi à minuit, t'es comme les mensonges comme des quilles. Depuis qu'il y a des séances publiques, je veux plus au cirque mais à l'hémicycle. Scandale politique et médiatique, pour rien rater il faut que tu cliques. Mec c'est Rémi, le meilleur du pire en ligne de mire. Aucun parti pris, que des avis bien réfléchis. J'ai encore bourré comme un Polac, donc je pensais voir Laurent Ournac. Je crois que je suis toujours à côté de la plaque, mais en politique je sais qui est le crack. Ouais je sais qui est le crack. Juste milieu. Je crois que je sais qui est le crack. Ça lit des kilomètres de presse pour faire un résumé express. Ça charbonne comme un chinois avec la qualité d'un bavarois. On sera en retraite après notre mort, on sera bouffé par l'inflation. Dans le doute je vais voter Voldemort pour les prochaines élections. Parce que la country à la drill sans transition. C'est pas une bonne idée de me confier cette mission. Si t'aimes pas, dégoûte pas les autres. C'est pas moi qui le dis, moi je suis le roi des pauvres. Pour réfléchir, j'ai qu'un euro, mais au moins je tomberai pas dans la fraude. Je le prononcerai Lichesmittel, comme Angela Merkel. Désolé, je fais ce que je peux, je trouve ma répartie chez Lidl. Des enquêtes exceptionnelles, pas de langue de bois et de l'humour. La revue c'est juste mensuel, les vidéos c'est juste tous les jours. Ouais, c'est juste tous les jours. Juste milieu. Regarde ça tous les jours. Juste milieu. Désolé pour mon manque de répartie. Je sais même pas ce que je débite. C'est dur la géopolitique. Ou un peu comme ma... République. Ma République, non? C'est dur la République quand même, non? Ouais? Non? Ah non, c'est mou, non? Ouais, les mecs se font chier, on dirait un peu. Ouais, c'est un peu mou. Enfin, ça dépend dans quel pays. Ouais. Bah, j'y connais pas grand-chose, moi. Et c'est quoi une démocratie, déjà ? Ça tourne en boucle comme BFM, t'existes plus comme REM. Tout est en grève comme RER, ça capte partout comme France Inter. Faut pas croire tout ce qu'on dit à la télévision. Merci YouTube pour la liberté d'expression. C'est la vérité absolue, juste de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. C'est la vérité absolue, juste de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. Calme-toi Dimitri, la force tranquille, ça tape dans le mille. De midi à minuit, t'es comme les mensonges comme des quilles. Depuis qu'il y a des séances publiques, je veux plus au cirque mais à l'hémicycle. Scandale politique et médiatique, pour rien rater il faut que tu cliques.
mec c'est Rémi, le meilleur du pire en ligne de mire. Aucun parti pris, que des avis bien réfléchis. J'suis encore bourré comme un Polac, donc j'pensais voir Laurent Ournac. J'crois que j'suis toujours à côté de la plaque, mais en politique j'sais qui est le crack. Ouais j'sais qui est le crack. Juste milieu. J'crois que j'sais qui est le crack. Ça lit des kilomètres de presse pour faire un résumé express. Ça charbonne comme un chinois avec la qualité d'un bavarois. On sera en retraite après notre mort, on sera bouffé par l'inflation. Dans le doute je vais voter Voldemort pour les prochaines élections. Passe de la country à la drill sans transition. C'est pas une bonne idée de me confier cette mission. Si t'aimes pas, dégoûte pas les autres. C'est pas moi qui le dis, moi je suis le roi des pauvres. Pour réfléchir, j'ai qu'un euro, mais au moins je tomberai pas dans la fraude. Je le prononcerai Lichesmittel, comme Angela Merkel. Désolé, je fais ce que je peux, je trouve ma répartie chez Lidl. Des enquêtes exceptionnelles, pas de langue de bois et de l'humour. La revue c'est juste mensuel, les vidéos c'est juste tous les jours. Ouais, c'est juste tous les jours. Juste milieu. Regarde ça tous les jours. Juste milieu. Désolé pour mon manque de répartie. Je sais même pas ce que je débite. C'est dur la géopolitique. Ou un peu comme ma République. Ma République, non? C'est dur la République quand même, non? Ouais? Non? Ah non, c'est mou, non? Ouais, les mecs se font chier, on dirait un peu. Ouais, c'est un peu mou. Enfin, ça dépend dans quel pays. Ouais. Bah, j'y connais pas grand chose, moi. Et c'est quoi une démocratie déjà? Messieurs, dames, bonjour à tous, bonjour et bienvenue, vous le savez, pour le Juste Bistrot 234e, 235e même du nom. Nous sommes le 7 novembre 2023, j'espère que vous allez bien, les amis, que vous êtes en forme. Voilà, ça c'est le plus important, que vous avez la banane, que vous êtes au taquet pour cette nouvelle semaine. Alors on est mardi, on l'a un petit peu entamé techniquement. Techniquement, on l'a entamé. Donc là, on avance. Maintenant, c'est un long toboggan de plaisir avec demain de la farce tranquille, du Juste Bistrot toute la semaine, évidemment. Et vendredi, vidéo exceptionnelle sur Elon Musk, les amis, tu vois. Il y a eu coiffure pour l'occasion. Voilà, je suis ravi comme tout. J'ai retrouvé mon coiffeur habituel, Danielé, que j'embrasse. Voilà, je donne les infos, vous en avez rien à foutre, mais j'ai décidé depuis hier de commencer chaque émission avec les infos les moins intéressantes et on y va crescendo, tu vois. Ce qui va nous démarquer de BFM TV parce qu'ils sont toujours sur du traitement au ras des coquelicots. Donc on va partir là-dessus. Merci à un Aldebaran, un qui vient de subprime 8e mois et à mon Laurent Watteau 17e mois. Merci beaucoup les copains. Donc voilà, on est allé sur une dynamique de coiffeur. Je fais une promo parce que j'en ai plus rien à foutre. Je suis toujours pas influenceur, mais je suis content, donc on en parle. Faut aller au salon parce que je suis quasiment une influenceuse en fait. Quasiment. Comment ça s'appelle? Attends, parce que je me rappelle même plus le nom. C'est génial. Vera. Salon coiffure Vera à Lausanne. Ouais, ouais, vous y allez, la part de Rémi. Vous n'aurez absolument aucune réduction, mais ça fait plaisir. Voilà, parce que je fais du conseil coiffure. Je crois qu'on peut le dire. Je crois qu'on peut le dire. Donc voilà, j'en profite pour lire le message de 20K91 qui dit: J'ai vu la vidéo d'Elon Musk, nananananer, dit-elle. Ah, merci la boîte noire. Et oui, les copains, parce que la boîte noire, vous le savez, hein, c'est des contenus toutes les semaines, contenus
100% originaux, 100% sans censure. Je viens d'enregistrer d'ailleurs aujourd'hui un nouveau contenu qui s'appelle «L'extrême droite, c'est formidable». Et ça, c'est réservé pour les abonnés La Boîte Noire. Et en cadeau, en plus, bien sûr, vous avez accès à toutes les vidéos en avant-première. Celle d'Elon Musk, je l'ai finie la semaine dernière, et elle est dispo sur La Boîte Noire. C'est le petit cadeau. Je vous mets le lien si vous voulez découvrir La Boîte Noire. Un lien dans le chat, les amis, bien sûr. On fait la pub, ça fait plaisir parce que vous êtes déjà très, très nombreux à être dans La Boîte Noire. Et ça, c'est chouette. On va bientôt, il y a bientôt une vidéo qui arrive sur YouTube d'ailleurs à ce titre. Voilà, j'en profite. Merci à Ninon de l'Enclos qui vient de sub pour 3 mois d'avance. Merci beaucoup, camarade. Et à mon Martin06, 12e mois d'abonnement. Merci beaucoup, les copains. Ça fait plaisir. On est ensemble jusqu'à tard encore. Ah, jusqu'à tard parce que là, ce soir, je suis dispo. Demain, bon, il y a un bistrot qui peut s'organiser. Jeudi, ça va. Jeudi, je peux faire tard. Et vendredi, c'est l'anniversaire de Momo, que vous avez déjà vu sur Twitch, qui était passé une fois à l'improviste. Voilà, pour les plus fidèles, vous l'avez vu, bien sûr. L'invité secrète de la dernière fois. Et donc là, vendredi, c'est bistrot. Donc voilà, les amis. Si jamais, hein, pour ceux qui sont sur La Boîte Noire, qui n'ont pas encore vu, il y a un onglet YouTube où on met toutes les vidéos en avant-première. Donc, il faut aller faire un tour par là. Voilà, les copains. Donc, aujourd'hui, au menu, on a beaucoup de choses. Alors, Rune, t'inquiète pas, je vois ton message qui dit: t'as vu l'intervention de Pierre Conessa sur CNews? Pas encore, parce qu'on a beaucoup de choses aujourd'hui. J'ai beaucoup de séquences à vous montrer. On va parler du match Branco-Attal. C'est la séquence médiatique du moment. Je suis curieux d'avoir votre avis. On fera un sondage un peu à la con, mais on le fera. Et on va parler de Dominique de Villepin. Encore Dominique de Villepin, franchement. Il a encore été vraiment magnifique sur France Info ce matin. Et je crois qu'on va regarder une fois de plus en intégralité ce qu'il a dit. Il y aura peut-être quelques redondances par rapport à son passage sur BFM TV. Mais ces paroles-là sont suffisamment rares dans le contexte que l'on traverse pour ne pas les écouter et donner toute l'attention nécessaire. Donc ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Alors, je vois le message de BPMco qui dit: Rémi, tu vas à la conf d'Idriss à Lausanne. Alors, pour être très honnête, je ne savais même pas. 11 novembre 2023, ouais, c'est ça. Bah écoute, ça peut être cool, ça peut être sympatoche. C'est où? Au Millennium de Lausanne-Crissier, voilà, excellent. Bah écoute, je vais lui envoyer un message. Je vais complètement lui envoyer un message. Ça peut être sympa comme tout. C'est cool comme tout. Voilà, voilà les amis, donc un joli programme aujourd'hui. Je vous le dis tout de suite, un joli programme tous ensemble pour ce Juste Bistrot. On va parler de Louis Boyard aussi. Ouais, je vais pas vous surprendre, je vous le dis tout de suite. Je ne vais surprendre personne. Mais vraiment, pas un sucre, pas un sucre, je vous le dis tout de suite. Donc, les copains, voilà un petit peu aujourd'hui. Ah, tu vois, je baille d'avance. Ouais, parce que les grosses journées de boulot, je suis rincé. Coiffeur à midi, ça a été ma pause. J'ai mangé une pomme. Donc, autant te dire que le micro, à tout moment, il y passe. Il fait faim. Il fait faim. Alors, il y a Nionium7 qui dit dans le chat, on reste un peu sur la boîte noire, c'est le petit moment promo, la petite page de pub TF1, Nionium7 qui dit: je voulais Mabo à la boîte noire, mais je comprends pas l'avantage à part des vidéos en avant-première, Rémi. Il y a bien sûr des contenus toutes les semaines sur la boîte noire. L'idée, c'est une plateforme qu'on a développée, donc ça a coûté du sesterce, vous vous en doutez. Une plateforme qu'on a développée et qui nous permet d'être complètement hors censure, hors plateforme classique que vous connaissez. C'est nous qui l'administrons à 100%, donc on peut mettre ce qu'on veut dessus. On peut mettre tout ce qu'on veut et toutes les semaines, par exemple, si vous abonnez le lundi à 10h, tous les lundis à 10h, vous avez un nouveau contenu qui se débloque sur la plateforme. Essentiellement des vidéos, il y a aussi du podcast. Et donc, c'est tous les sujets que je ne peux pas traiter sur YouTube. Il y a des sujets aussi un peu plus perso et des réflexions un peu plus perso. C'est vraiment les coulisses, quoi, l'espace premium VIP pour les zinzins des plus zinzins. Et c'est vraiment toutes les semaines un nouveau contenu. Autre exemple, vous vous abonnez le vendredi à 14h30, nouveau contenu tous les vendredis à 14h30. Voilà. Et qui sont rangés, tu vois, ta vidéo, podcast, YouTube. C'est bien pensé, on va pas se mentir. Et il y a aussi une rubrique coup de gueule. Où faut qu'on la finalise techniquement, mais je mets des vidéos un peu à la volée comme ça sur des coups de gueule, sur des actus chaudes. Donc voilà les amis. Il y a Gaëtan Seguin 38 qui nous dit: tu nous as bassiné avec la Coupe du Monde et t'as oublié de parler de la finale Afrique du Sud Nouvelle-Zélande. J'ai pas compris pour vendredi, vidéo Twitch ou pas. Faut suivre, camarade. On en a parlé de la finale. Ça fait 2 semaines maintenant. On en a parlé. Et c'est ça le problème. Faut être tout le temps aux aguets. Je suis un insaisissable.
Je suis un insaisissable. Je crois qu'on peut le dire. Je suis un insaisissable. Non, non, on en a parlé. Donc non, non. Hein, vous inquiétez pas, la boîte noire, si vous voyez rien pour l'instant, vous avez la vidéo d'intro. Et c'est toutes les semaines, vous avez un nouveau contenu qui se débloque. Vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal. À partir du moment où vous recevez le mail, quand vous avez pris votre abonnement pour accéder à la boîte noire, vous faites gaffe toutes les semaines. Et au pire, et vous savez, il y a le formulaire du service client juste mieux. C'est nous qui sommes derrière, c'est nous qui faisons ça, hein, avec Edouard et Marie, bien sûr. Donc on sait tout ce qui se passe. Si vous avez un problème, on gère. Il n'y a pas de problème. Non, non, c'est bien foutu. Honnêtement, alors, c'est fatigant, mais ça vaut le coup. Ouais, on est content. Une belle année 2023, je peux vous dire. Et c'est pas fini. Hein. Ouais. On parlera du spectacle tout à l'heure, parce que je vous ai dit hier qu'on allait en parler. Donc on en parlera à la fin de cette émission, les amis. Mais avant tout, on va parler. Alors on en reparlera dans la farce tranquille de demain, mais aïe, 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 aïe. On va parler un petit peu de la France insoumise, mais pour des raisons complètement différentes. Ça part en cacahuète. Là, ça y est. Ah, je vous l'avais dit. Là, je vous l'avais dit, ça part en couille complet. Ah, j'ai eu du pif ou j'ai pas eu du pif? Est-ce que je vous ai pas dit que c'était en train de se morceler avec les gens qui avaient un petit peu pris la tangente au sein de la France insoumise et qui s'étaient retranchés, on n'en entendait plus trop parler, avec Garrido, Corbière, Ruffin. Je vous l'avais dit ou je vous l'avais pas dit? Clémentine Autain aussi. Et là, forcément, faut dire qu'ils n'ont pas été malins. Et aujourd'hui, je vais défendre Raquel Garrido. Franchement, j'aurais pas parié. Mais comme quoi, tout arrive. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé? Raquel Garrido, ça fait un certain temps qu'elle prend des positions contraires, qu'il y a des divergences d'opinion. Mais dans un parti politique, au contraire, ça montre la vivacité d'un parti. Sauf que ça n'a pas plu. Et Raquel Garrido a été convoquée dans le fameux tribunal interne de la France insoumise, qu'elle renomme elle-même Cour pénale insoumise. Et elle a fait un tweet aujourd'hui. Je vais vous lire un bout parce que c'est quand même très très long. Elle nous dit, Raquel Garrido, verdict de la CPI, la Cour pénale insoumise, 4 mois, cela vous dit quelque chose. C'est comme Adrien Quatennens, pendant 4 mois, je n'ai plus le droit de représenter mon groupe parlementaire en tant qu'oratrice dans les discussions générales en commission des lois et dans l'hémicycle. Je n'ai plus le droit de poser des questions au gouvernement au nom de mon groupe. Je suis mise au banc. Pourquoi? Parce que j'ai tenu bon sur le principe de non-cumul des mandats, parce que j'ai voulu que les moyens du groupe parlementaire soient affectés à la communication sur l'audience au Conseil d'État à propos des contrôles aux faciès et le non-port du RIO, parce que j'ai osé dénoncer la communication masculiniste d'Adrien Quatennens, orchestrée par Sophia Chikirou et soutenue par Jean-Luc Mélenchon, parce que j'ai défendu l'unité de la NUPES, du mouvement syndical et de LFI pendant le grand mouvement des retraites, alors que la direction LFI ne faisait que cliver, cliver et cliver encore. Bon, qu'on soit bien d'accord, c'est de la bisbille politique, c'est de la mésentente qu'on comprend ou pas. Je veux dire, ça arrive, LFI, une fois de plus, j'y suis pour rien, c'est pas moi qui fais l'actualité, ça arrive chez eux, mais là, c'est vrai que ça prend une tournure différente parce qu'on l'avait senti, on l'avait annoncé, que la France insoumise se fissure. Et d'ailleurs, les fissures se sont creusées en moins de 24 heures parce que vous avez également François Ruffin qui a pris position et qui a dit quelque chose aujourd'hui sur Twitter à 11h08. Il a dit: pourquoi 4 mois et pas 2 ou 6 contre Raquel Garrido? Quel obscur alinéa de quel règlement inconnu décide de cela? À défaut de pouvoir débattre ensemble, la direction de mon groupe parlementaire pourrait-elle nous fournir la grille tarifaire en cas de divergence politique? Raquel Garrido est en désaccord sur l'absence de démocratie dans la France insoumise. Et comment notre mouvement qui prône la 6ème République lui répond? Non par un débat, mais par une sanction. Notre devoir, c'est d'unir la gauche et de gouverner le pays avec moins d'arbitraire et de bureaucratie que pour les membres fondateurs de notre mouvement. On a aussi eu Clémentine Autain qui s'est dite atterrée et quelques positionnements aussi à l'encontre du camp qui est en train de se détacher, Garrido, Ruffin et consorts et Corbière, on l'imagine. Autain, Corbière et consorts, on l'imagine. On a eu quelques réactions contre la position de Raquel Garrido. Alors, là, je vais vous faire un pronostic. Et vous connaissez la maison, c'est mon dada. C'est mon dada, et pour être très honnête avec vous, je trouve en plus, j'espère vivement que c'est ce qui va se passer. Aujourd'hui, je vous dis d'ici 6 mois, ça m'étonnerait avant les européennes, quoique. D'ici avant les européennes, donc en fait 3 mois, on va dire 3 mois, il va y avoir un nouveau parti créé, on va dire d'obédience LFI, mais qui ne sera pas le même parti. Donc on va avoir Garrido, Corbière, Ruffin, Autain,
qui vont reformer un nouveau noyau, qui était d'ailleurs le leur jusqu'à présent, qui vont reformer un nouveau noyau dans un parti qui très vite va recevoir l'onction suprême de la NUPES. La NUPES va dire on dégage LFI et on veut ce parti. Donc la NUPES va réussir son coup de dégager Mélenchon pour reformer l'idée, enfin pour revenir à l'idée originale de la NUPES, et la France insoumise va disparaître. Je le pense sincèrement qu'on va tout droit vers un schisme au sein de la France insoumise parce que toutes les conditions sont réunies. Et c'est vrai que, sincèrement, la décision contre Raquel Garrido, sur le plan symbolique, je ne suis pas dans les petits dossiers parce qu'ils ont leur propre tribunal et ils prennent leurs propres décisions. Je veux dire, c'est assez zinzin sur le fonctionnement, mais bon, on en a déjà parlé en long, en large et en travers. Mais en revanche, le fait de mettre la même sanction à Raquel Garrido que celle d'Alexis Corbière, de Adrien Quatennens, c'est une cata. Franchement, symboliquement, c'est une catastrophe. C'est vraiment des cons. C'est des cons, putain. Mais enfin, t'es quand même insoumis. Mais t'as un truc qui tient pas la route une seule seconde. Et même le symbole que ça renvoie. Ça peut être un sujet de philo. Est-ce qu'une élue insoumise a le droit d'être insoumise à son propre parti? Je veux dire, c'est absolument dingue. Donc ils prennent une sanction qui est franchement, mais c'est pas ils se tirent une balle dans le pied, c'est qu'ils foutent le pied dans le réacteur nucléaire, derrière il te reste un moignon, quoi. C'est une catastrophe, c'est une catastrophe. Ce sont vraiment des guignols. Pour moi, la France insoumise, on est dans le symbole, vient de signer aujourd'hui son arrêt de mort, sa disparition de la scène politique. Mélenchon mourra avec la France insoumise, je parle de manière symbolique, on est d'accord. Et il va attirer avec lui ceux qui n'oseront pas quitter le navire. Donc, Quatennens, les plus fidèles des fidèles, hein, si vous voulez. Quatennens, Léaumont. Léaumont, d'ailleurs, Antoine Léaumont, qui lui a pris position contre Garrido. Il nous a dit ça, regardez, sur LCP, ce qui s'est passé aujourd'hui. Moi, je suis complètement d'accord avec la sanction. Et justement, je trouve que ça faisait un petit moment qu'on attendait qu'il y ait une sanction. Parce qu'il y a des mensonges. Là, en l'occurrence, c'est un mensonge. C'est pas la même sanction. Adrien, il a été exclu de notre groupe pendant 4 mois. C'est pas le cas de Raquel Garrido. Raquel, elle peut en gros pas faire les discussions générales, c'est-à-dire les interventions de 5 minutes en début de texte. Les questions au gouvernement, il y a aucun toute problème, prise de parole au nom du groupe. à ce qu'elle défende ses amendements. Mais justement, au bout d'un moment, il y a un problème. Parce que quand on ment, et puis par ailleurs, quand on tient pas les décisions collectives, la démocratie interne d'un groupe, c'est pas que quand les décisions à la fin aboutissent sur la position de départ qu'on avait soi-même. Quand il y a des décisions qui sont prises et qu'on n'est pas d'accord avec les décisions, il faut les appliquer. Et je vais vous dire un truc. J'avais un point d'accord avec Raquel Garrido. C'était sur défendre le texte sur l'article 49.3 dans notre niche parlementaire. Et moi, je l'ai porté en réunion de groupe. Je suis allé en réunion de groupe pour dire, bon, moi, j'aimerais bien qu'on défende le texte 49.3. Raquel n'était pas là en réunion de groupe. Et après, elle vient, elle dit, ah, mais on n'a pas pris cette décision-là. Moi, je continue à défendre ma position publiquement et je vais contre la décision du groupe. Bah non, c'est pas ça. Quand il y a une décision qui est prise à l'intérieur d'un groupe de manière démocratique et de manière collective, faut les respecter. Voilà, donc la position d'Antoine Léaumont est claire. Donc, comme je vous parlais tout à l'heure de schisme, hein, le parti va vraiment se diviser. En gros, les pour Garrido, les contre Garrido. Ce qu'on peut retenir en tant que spectateur, et je serais curieux, les amis dans le chat, hein, si vous voulez réagir à ça et venir sur Discord pour donner votre avis sur l'évolution de la France Insoumise, venez dans le chat vocal sur Discord et je vous accueille tout de suite parce que je serais très intéressé d'avoir le point de vue. Et si vous êtes pro NUPES, pro LFI, en tout cas, si vous avez une sensibilité de ce côté-là, je serais curieux d'avoir l'avis justement des Français qui votent Mélenchon, qui votent LFI, parce que là, cette séparation, sur le fond comme sur la forme, rien ne va. C'est-à-dire que vous avez quelqu'un comme Antoine Léaumont, et je dois bien vous avouer que j'aimerais beaucoup qu'il aille chier dans un bol parce que je trouve son comportement lamentable dans la mesure où ce monsieur a fait bubule au moment de l'affaire Quatennens, il a dénoncé bubule. Là, vous avez une femme d'un parti politique, d'ailleurs femme ou homme, on s'en branle, d'un parti politique qui a le courage de ne pas forcément tout le temps être d'accord avec ses collègues et les mecs lui tombent dessus. Par contre, tomber sur la gueule d'un type qui frappe sa femme, là, il y a personne, tu vois. Là, ça sort pas le courage, en fait. Donc, je trouve ça lamentable. Après, et je vois mon Seb77600 dans le chat qui dit son discours se tient. Son discours se tient, certes, mais si on accepte la constitution initiale la constitution, contemporaine de ce qu'est devenu la France insoumise, c'est-à-dire un parti servant les intérêts de Jean-Luc Mélenchon et sa caste, Chikirou et consorts. Mais un parti politique, ça n'est pas ça. Rappelez-vous quand même avant, quand l'UMP existait encore, on avait un parti où des divisions étaient claires. Il y avait des camps au sein même d'un propre parti. Et là, aujourd'hui, avec Jean-Luc Mélenchon, on imagine que la France insoumise, en gros, c'est Palpatine et ses ouailles. Mais non, ça n'existe pas. Un parti politique, il y a des divisions en interne. Sinon, ça s'appelle une secte. Il faut quand même pas l'oublier. Merci à Gaëtan du 44 qui vient de sub.
18e, moi, merci beaucoup. Et mon Yang Daouda, tu dis, c'est pas vrai, Rémi, il a été exclu pendant plusieurs mois, Quatennens. Il a pris 4 mois. Et Garrido vient de prendre 4 mois. Mais la sanction, c'est une chose, mais rappelez-vous du comportement médiatique de ceux qui n'osaient pas condamner Quatennens verbalement, qui se chiaient dessus, à dire oui, mais vous savez, c'est plus compliqué que ça. Il a frappé sa femme à plusieurs reprises pour un parti qui milite, et lui-même d'ailleurs, qui avait eu plusieurs séquences médiatiques en se montrant comme ça, comme un symbole de la lutte contre les violences faites aux femmes. Donc, c'est un truc qui me met hors de moi parce qu'on est vraiment dans le sommet de ce que la vie politique, et pas seulement française, peut proposer de plus lâche et de plus bas. C'est-à-dire des gens qui exigent de la rigueur morale de la part des citoyens et qui sont pas foutus de se l'appliquer. Et ça, c'est un truc qui me rend dingue, qui me rend dingo, et il y en a partout, qu'on soit bien d'accord. Donc là, si vous voulez, il y a un comportement qui, sur le fond, la France insoumise est en train de se diviser, et sur la forme, ils ne peuvent pas tenir. Dire comment vous allez défendre électoralement alors que c'était le cas en 2017, c'était le cas en 2022. La France insoumise vise un électorat jeune, sensible à ces questions-là. Et vous allez dire, oui, bon, alors effectivement, on a sanctionné de la même manière un violent conjugal et une dame qui n'était pas d'accord avec nous en interne. Genre, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Et Dieu sait que je ne porte pas Raquel Garrido, le personnage politique de Raquel Garrido, en très haute estime. On se rappelle le va sucer la bite à ton chef adressé à Stanislas Rigaud dans les coulisses de Balance ton poste. Bon, si vous voulez, de base, je ne fais pas grand cas de cette dame sur le plan politique. Mais bon, là, on a quand même quelque chose qui ne tient pas. Donc, et ce qui est intéressant, c'est que Ruffin, que beaucoup de médias positionnent comme l'un des successeurs potentiels de Jean-Luc Mélenchon, Ruffin aujourd'hui est dans une posture très claire, c'est-à-dire qu'il peut damer le pion de Mélenchon, passer devant Mélenchon, pourquoi pas créer sa propre structure, bien soutenue par d'anciens cadres LFI, sans passer pour un lâche. C'est-à-dire sans passer pour celui qui a tué le père. Parce qu'il peut se dire, attendez, moi je tolère pas ce qui s'est passé vis-à-vis de Garrido, donc c'est juste pour ça que je me présente. Ça n'a rien à voir avec le fait de doubler Mélenchon. Et donc Ruffin est dans les starting blocks et dans un contexte qui est parfait, qui est vraiment parfait, avec en plus, pour moi, la NUPES qui va leur dérouler le tapis rouge parce qu'ils vont réussir à se débarrasser de Mélenchon. Ce qui veut dire qu'on peut envisager à nouveau un candidat unique de la NUPES pour 2027, ce qui jusqu'à présent semblait impossible, en tout cas du vivant de Mélenchon. Donc on verra, on connaît mes aptitudes au pronostic, mais je pense que ce qui se passe aujourd'hui est très intéressant, parce que ça peut revivifier la NUPES, on va dire, et revenir à l'idée originale d'une véritable union de la gauche, avec, j'espère, et je vous le dis, vous le savez, hein, je vous l'ai déjà dit, moi j'aimais beaucoup l'idée initiale de la NUPES. Donc au contraire, ce qui se passe aujourd'hui m'intéresse beaucoup parce qu'on peut revenir à ça, cette union des gauches, et avec voilà le candidat le plus légitime et le plus attendu électoralement qui pourrait prendre la tête de la NUPES. Après, si les autres partis n'assument pas ça, bon, c'est un autre problème. Mais je trouve que ce qui se passe est intéressant parce qu'on a quand même des cadres historiques de la France insoumise qui étaient déjà là à l'époque du parti de gauche, qui sont en train de vouloir faire sécession. Donc, affaire à suivre, affaire à suivre. Je trouve que le mouvement est très intéressant. Et pendant ce temps, je voulais réagir avec vous à une autre séquence. On reste dans la France insoumise et après, on passe à autre chose. Je voulais réagir avec vous à une séquence de Louis Boyard. Quelqu'un m'a tagué sur Twitter en disant, en substance, je ne me rappelle plus exactement, mais c'était assez rigolo. Tu peux pas le piffrer, mais là, il faut reconnaître qu'il a été très fort. C'est l'intervention de Louis Boyard à l'Assemblée nationale. Elle a beaucoup tourné sur les réseaux sociaux. C'était le 3 novembre, si je dis pas de conneries. Je vous la montre et après, on réagit. J'aimerais remercier le président de la République. Je sais que le 49.3 va s'abattre sur nous, que par conséquent nos débats et nos amendements participent à une vaste comédie qui ne sert à rien, mais je ne pensais pas que le président de la République nous laisserait au moins parler pour rien. Parce que quand on connaît Emmanuel Macron, on sait qu'avec lui, rien, c'est déjà beaucoup. Donc voilà, merci Monsieur le Président, je ne sais pas si vous m'entendez, mais je vous suis très reconnaissant, surtout moi, du haut de mes 23 ans, avoir l'honneur de parler à la tribune de l'Assemblée nationale pour rien.
avoir le droit de vous critiquer. Madame la ministre, c'est une chance que tous les autres jeunes n'ont pas, d'autres s'y sont essayés. Ils ont fini à genoux, main sur la tête, filmés comme ça a été le cas à Mantes-la-Jolie, ou si c'était des jeunes manifestants contre la réforme des retraites, des jeunes militants écologistes, ou simplement des jeunes qui voulaient manifester contre le massacre qui a cours actuellement à Gaza. Vous les prenez, vous les mettez une dizaine d'heures en garde à vue, ensuite vous les relâchez dehors. Donc Madame la ministre, comme c'est un peu compliqué de vous critiquer, je vais plutôt aller dans votre sens, parce que effectivement, vous faites pas grand-chose pour les jeunes, mais les jeunes doivent comprendre que pour vous, pas grand-chose, c'est déjà énorme en fait. Déjà parce que les jeunes, ils votent pas pour vous. Aux dernières législatives, ils ont voté à 40% pour Mélenchon, seulement 10% pour votre candidat, donc finalement, ils peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes. Mais il y a aussi une excellente étude des chercheurs Julia Cagé et Thomas Piketty qui explique que le vote macroniste est le vote le plus bourgeois de l'histoire. Jamais dans l'histoire de notre pays, les riches n'ont autant voté pour un seul et même candidat. Donc vous avez tout compris, Madame la ministre. Ce sont ces jeunes-là qui votent pour vous. Donc finalement, vous faites que votre travail. Parcoursup, le refus d'augmenter les salaires, pas de compensation de l'augmentation des loyers, les repas à 1 euro, pas pour tout le monde, des apprentis sous-payés, des profs non remplacés. Mais heureusement que vous avez supprimé l'impôt sur la fortune. Heureusement que vous avez baissé l'impôt sur les sociétés qui permettait de taxer les milliardaires. Heureusement que vous avez supprimé la CVE parce que ça rapportait 9 milliards quand même, donc on vous remercie. Donc oui, madame, les jeunes doivent comprendre. Vous donnez déjà tout à ceux qui ont tout, donc il reste pas grand-chose pour ceux qui n'ont pas grand-chose et c'est bien naturel. Alors, il y a quand même une autre bonne nouvelle puisque le budget des jeunes va augmenter de 3 milliards en 2027. Pas pour aider les jeunes à se loger, pas pour les aider à étudier, à travailler ou à se nourrir, mais 3 milliards dans le très demandé service national universel. Parce qu'il faut le rappeler, il y a une enquête de Radio France qui explique que dans les principales préoccupations des jeunes, vous avez en 4e le besoin d'égalité, en 3e le réchauffement climatique, en 2e le pouvoir d'achat et en 1er évidemment le service national universel. Donc merci Madame la ministre de si bien comprendre les jeunes. Merci de créer une institution dans laquelle les jeunes se retrouveraient, quelle que soit leur origine sociale, pour comprendre le monde et apprendre les valeurs de leur pays. En fait, vous avez juste réinventé l'école. On peut dire que vous êtes une sorte de Jules Ferry du 21e siècle, parce qu'on a bien compris que vous aviez abandonné l'idée d'égalité et de formation citoyenne à l'école. Et je veux vous rassurer, quand a été nommé à la tête du ministère de l'Éducation nationale un ministre qui n'a jamais été à l'école publique, le message est très bien passé sur quelles sont vos ambitions dans l'école. Alors oui, finalement, les jeunes sont ingrats, les petits clubs sportifs aussi. L'inflation les étrangle, les collectivités payent l'inflation aussi, donc elles peuvent pas les aider avec des subventions. Et heureusement, il y a Carrefour. Carrefour qui propose, si vous achetez des produits sains, de reverser une petite partie au club sportif de votre choix. Donc Carrefour qui a augmenté ses bénéfices de 20% au semestre dernier, qui s'est fait des milliards sur l'inflation des produits alimentaires, propose de reverser quelques millions au club sportif que vous n'aidez pas. Ça ruisselle bien, ça redistribue correctement, comme vous aimez dire. Vous aviez le projet de Manuel Bompard, député de la France Insoumise, qui proposait de taxer les super profits. Vous avez préféré le projet de Alexandre Bompard, PDG et directeur de Carrefour, qui va du coup garder les milliards et donner quelques millions pour se faire de la publicité. Ça, c'est la politique macroniste comme on l'aime. Alors heureusement, il reste les Jeux Olympiques, évidemment, où les clubs sportifs pourront s'offrir une place à 700 € pour aller assister à l'épreuve d'athlétisme, 500 € pour l'épreuve de natation et évidemment les 2700 € pour la cérémonie d'ouverture. Merci de votre générosité et d'organiser cette si grande fête populaire. Alors voilà, Madame la Ministre, j'ai essayé un peu de me mettre à votre place. Peut-être que vous aussi, vous pourriez essayer de vous mettre à la place d'un jeune qui galère à financer ses études, d'un jeune sous-payé, d'un jeune qui cherche un emploi, ou même d'une lycéenne qui n'a pas de professeur remplacé 2 semaines avant un examen. Donc voilà, je vais vous laisser parce que là, je crois que Borne arrive pour un 49.3. Donc on va faire comme d'habitude, une motion de censure. Et le jour où on vous dégagera de vos ministères, on fera comme ce que vous faites avec les étudiants du Crous, c'est-à-dire on vous laissera 100 balles et un Mars à bon entendeur. Voilà, bonne journée Madame la Ministre. Vous allez dire que je suis jamais content. Et vous avez raison. Et vous avez raison. Mais qu'est-ce qu'on retient de Loana dans la piscine? C'est Nibar ou son avis sur la physique quantique? Ben là, c'est pareil. Je trouve que Louis Boyard vient de nous montrer c'est Nibar, si vous voulez. Parce que, promis, c'est pas de l'acharnement. Parce que je dirais pareil de n'importe quel personnage politique, qu'on soit bien d'accord, et vous le savez. Mais au bout d'un moment, quand vous vivez pour les caméras à ce point-là,
Est-ce que l'objectif final, c'est pas d'aller se faire cuire le cul une bonne fois pour toutes? Parce que, ok, il balance, ok, il dénonce, ok, il y a de l'humour. Et je suis client, je vais pas dire le contraire. C'est bien, c'est sympa, c'est frais. Mais à part ça, en fait, l'action politique concrète en dehors de ça. Parce que moi, je veux bien que l'Assemblée nationale, indépendamment de Louis Boyard, Pusher, il n'est pas tout seul. Mais je veux bien que l'Assemblée nationale devienne une télé-réalité comme les autres. Mais il faut le dire, quoi. Parce que là, donc, du coup, Louis Boyard, faut l'applaudir parce qu'il a fait un discours qui fait un constat basique avec des éléments basiques que tout le monde constate. On en revient toujours au même point, si vous voulez, les amis. Et je sais que ça, promis, on repart pas sur un débat, je suis détendu comme tout, mais on en revient toujours au même point. À quoi ça sert de dénoncer quelque chose que vous n'avez pas combattu depuis le départ? Enfin, c'est trop facile de se défausser et de dire oui, mais j'ai critiqué à un moment donné, donc ça va. Quand vous allumez un feu de forêt, quand bien même vous venez l'éteindre avec vos propres seaux derrière, vous l'avez allumé. Donc on ne peut pas enlever complètement votre responsabilité. Certes, vous avez aidé à l'éteindre, mais vous l'avez allumé, point. Donc on en revient toujours au même point de départ. Ceux qui ont contribué à faire élire Emmanuel Macron doivent partager l'image de salaud qu'a Emmanuel Macron. Et la France insoumise y a contribué. Faut arrêter. C'est toujours pareil. Le PS, les LR, je mets tout le monde. On va pas repartir sur ce débat, on en a parlé mille et une fois. Mais c'est bien de faire du buzz, c'est bien de faire la punchline. Et j'aime bien, il n'y a pas de souci, c'est rigolo. Et je ne suis pas du tout en désaccord avec ce qu'il dit, qu'on soit bien d'accord. Au contraire d'ailleurs, c'est bien qu'ils le disent. Mais je n'aime pas le courage quand ça n'est qu'un courage de forme. Je n'aime pas ça. C'est-à-dire que vous avez le pompier qui va sauver les gosses dans un appartement en feu, et vous avez la personne qui prend la photo pour le journal en bas. Mais ce ne sont pas les mêmes personnes. Ça n'est pas la même chose, ça n'est pas le même acte de bravoure. Donc ça me bande, ça me saoule de voir tous ces gens qui se parent de vertu, mais 2 ans après. C'est d'ailleurs, et je pense que vous allez peut-être me rejoindre sur ce point-là, c'est comme tous ceux qui, en temps de Covid, ont bien fermé leur gueule, et 2 ans et demi après viennent vous dire « Ah, quand même, c'était pas bien ce qui s'est passé. » Ben ouais, mais féconde ta grand-mère, parce qu'il fallait le dire avant. J'ai vu dans l'Opinion hier, dans le journal L'Opinion, je crois que c'est L'Opinion, il parlait d'un bouquin de 2 chercheurs en trigonométrie de Montfiac sur la commode slovène qui nous expliquent que, bon, quand même, l'auto-attestation, c'était problématique. Je vais essayer de vous retrouver le machin. Alors, ça n'a pas l'air inintéressant, le machin, hein. Voilà, c'est ça le truc. C'est ça. Alors, ils en parlent à la FNAC. Théo Boulakia et Nicolas Margeau. L'attestation, une expérience d'obéissance de masse, printemps 2020. Leur livre sort le 28 septembre 2023. Vous n'avez pas l'impression d'enculer des mouches à retardement? C'est-à-dire, le lendemain de la mise en place de ce projet, on pouvait déjà deviner qu'il y avait un fond autoritaire, voire totalitaire. C'est trop facile, parce que la condamnation que l'on pouvait faire sur l'auto-attestation, si vous voulez, moralement et intellectuellement, ça n'est pas une condamnation qui a évolué avec le temps. C'est-à-dire qu'on n'a pas eu besoin de temps, on n'a pas eu besoin de recul pour comprendre ce qui était en train de se jouer. Donc c'est trop facile ce genre de position. Et pour moi, c'est la même chose avec Louis Boyard. Qu'on soit bien d'accord, je ne veux pas passer pour un aigri permanent et à jamais content et à toujours leur en mettre plein la gueule si je peux. C'est pas du tout ça. Mais c'est juste que au bout d'un moment, se parer de vertu a posteriori, pour moi, c'est l'une des pires enculeries que l'on puisse faire. Parce que moralement, franchement, c'est pas propre. C'est pas propre et c'est trop facile parce que dans ce cas-là, tout le monde est un héros. C'est le résistant de 1946, si tu veux. On rentre encore dans une autre échelle, si vous voulez. Mais faut arrêter, quoi. Moi, ça m'énerve. Alors, il y a Midge qui nous dit dans le chat, c'est comme ça, mon Rémi, le Juste Bistrot, c'est surtout la critique de la forme. Alors, je veux bien aller sur le fond, et tu as raison, peut-être qu'on s'arrête trop à la forme de cette déclaration de Louis Boyard à l'Assemblée nationale. Mais j'aimerais bien parler du fond. Mais quel fond avec la France insoumise? Quel fond? Moi, je veux bien. Louis Boyard, on va parler de quoi? Du blocus challenge? Alors qu'il a lui-même reconnu que c'était une idée à la con et que le plus important, c'était qu'on en parle sur les réseaux sociaux. C'est ça le fond.
Moi, je veux bien, mais c'est aussi ça le problème. C'est que même si on va chercher le fond, on se rend compte qu'en tout cas, lui est davantage habitué à le toucher. Massan 3466 qui dit à un moment donné, comment tu veux commencer à t'y prendre face à des ministres qui prennent les gens pour des imbéciles? Alors oui, ce discours est un peu trop tard, mais je préfère avoir ce style d'intervention que rien du tout. Donc je hais Boyard politiquement, mais pour le coup, je préfère un discours comme ça que rien. Mais renverser la chose, les amis, renverser la chose. Est-ce que vous pensez sincèrement que les gens ne savent pas tout ce que dit Louis Boyard? C'est aussi ça le problème. Et c'est aussi ça le problème. Si vous voulez, les gens sont au courant de tout ce qu'ils dénoncent, car c'est leur quotidien. Donc, le problème qui m'embête, même si on va dans le fond de ce discours, le problème qui m'embête, c'est que il y a un constat qui est tardif, qui est opportuniste, et qui ne dénonce rien. Il y a quelle dénonciation là-dedans? Si vous voulez, il y a quelle rupture de la normalité qui vient dévoiler quelque chose que les gens ne savent pas? Les gens le voient bien qu'ils galèrent. Les clubs de sport le savent bien qu'ils galèrent. Tout le monde le sait. C'est là où je trouve ça encore plus pervers, si vous voulez, sur le plan du discours. Le problème, c'est que là, vous avez quelqu'un qui vient représenter la parole du peuple, c'est son rôle en tant que député, d'accord, mais qui vient dire des banalités, tout le monde est au courant de ça, et on va changer quoi? Ok, il va obtenir des retweets, on va changer quoi? Mais est-ce que le courage, ce ne serait pas de dénoncer, par exemple, je ne sais pas, des choses, si vous voulez, qui ne font pas l'unanimité dans les médias, voire des choses qui ne sont pas dites? Si on essaie de trouver un exemple concret pour démontrer ce qu'aurait pu être vraiment le courage, euh, en lien direct avec ce qu'il dénonce sur la situation sociale, bon d'accord, mais en temps de Covid, je reviens toujours à la même chose. Alors, tout ne doit pas être remis en lien avec le Covid, mais en temps de Covid, rappelez-vous, où étaient les députés qui expliquaient les conséquences économiques qu'allait avoir tout ça? Parce que les petites entreprises ne souffrent pas depuis qu'on fait des discours à l'Assemblée. On le savait déjà là. Où étaient les députés qui venaient défendre les libertés individuelles, qui venaient faire tout ça? Il y a aussi eu un point de rupture. C'est aussi ça qu'il faut prendre en compte dans l'équation. Là, après tout, ce discours, il est sympa, on est d'accord, voilà, bon, enfin, on est d'accord, on n'est pas d'accord, ok. Je suis d'accord, on va pas en parler pendant 2000 ans, voilà. Mais le problème, c'est que, je vous l'ai dit, ce qui m'embête, c'est le courage a posteriori, et c'est aussi le courage dans des moments choisis. Le sapeur-pompier ne choisit pas les incendies qu'il veut éteindre. On l'envoie, il y va. Donc quand vous avez des gens, et là par contre je parle pour tout le monde, alors là on est bien d'accord, je parle pour la très grande majorité de nos politiciens. Pas tous, mais la très grande majorité, qu'on soit bien d'accord. Le problème, c'est que le courage a posteriori me semble être une saloperie, et le courage choisi. Parce que le discours là, de dire il faut défendre les citoyens, rendez-vous, c'est dur pour les citoyens sur ce point, c'est dur sur ce point, les libertés des citoyens, on met les jeunes à genoux. Ok, très bien, pas de problème, bien évidemment. Mais si vous avez ce souci-là chevillé au corps, le souci de la défense des citoyens, du bien-être des citoyens, des libertés individuelles des citoyens, il faut l'avoir tout le temps. Parce que si vous l'avez sur des moments choisis où votre propre situation n'est pas en danger, si vous prenez ce risque-là, c'est de la lâcheté. C'est aussi l'une des définitions de la lâcheté. Et ça m'emmerde. Mais c'est valable pour tout le monde. C'est valable pour tout le monde. Sauf les quelques rares exceptions que vous connaissez et qui se sont fait entendre à ce moment-là. Qu'on soit bien d'accord. Là, je sors de Louis Boyard, pêcheur, hein, on va pas tout le mettre dans la tronche à chaque fois. Je sors de son exemple-là. Mais il faut aussi penser, et là encore, l'idée n'est pas de tout le temps critiquer et tout le temps être aigri, mais penser que, enfin comment dire, c'est une sorte de grille de lecture. C'est la mienne, hein, vous faites ce que vous voulez, bien sûr, les amis, hein, je vous partage un peu mes réflexions sur ça. Quand je vois quelqu'un politiquement et médiatiquement, hein, on est d'accord, quand je vois quelqu'un politiquement et médiatiquement qui prétend avoir des positions courageuses et qui met en avant sa morale, je regarde son CV. Je regarde ce qui s'est passé derrière. Et là, on voit ce qu'il en est. Et là, on peut discuter. Là, on peut papoter, tu vois. Mais quelqu'un qui s'invente une volonté de défendre le peuple aujourd'hui, c'était comme... Enfin, je trouve ça lamentable, pour finir ma phrase. C'était comme l'affaire, rappelez-vous, l'affaire Chalureau et le supposé racisme dénoncé par Thomas Porte.
Le mec s'en bat les couilles. Je veux dire, on l'a très peu entendu sur ce genre d'affaires. Le mec se réveille à une semaine de la Coupe du Monde. L'affaire fait trois pages dans les médias pendant quelques jours. Et il n'y a plus personne derrière. Il y a Bubule. Donc on voit bien que c'est encore, enfin, ça me rend encore plus zinzin, si vous voulez. Ça me rend encore plus zinzin d'avoir le courage dans des moments choisis. Bref, tu vois, je me suis lancé dans des trucs à chaque fois. La France Insoumise, c'est dingue, hein. Merci à Kundune 73 pour le sub deuxième mois, merci beaucoup. Alors, je prends les messages du chat, les amis, c'est important. Il y a Ninon de l'Enclos qui dit Rémi, dans ces cas-là, on fait sauter l'Assemblée, ce sera plus courageux. C'est pas ce que j'ai dit, mais je respecte ton point de vue. Kong Bietso, qui veut savoir si le lion est de mauvaise humeur, va lui tâter les couilles. J'aime bien. Nyong Daouda, De Villepin, par exemple, il avait fait quoi quand il était ministre? De Villepin, absolument. Absolument, tu as raison. Mais l'idée, c'est pas d'avoir un CV parfait, hein. Je cherche pas des. Comment dire, des saints. Je cherche pas des saints. Mais qui est au moins une cohérence qui se détache. Au moins une forme de cohérence. Dans le temps, là, qu'on constate. Mais oui, De Villepin a aussi fait des dingueries, j'en conviens. Ça, c'est clair et net. Mais si tu pars de là, même un Philippot, si on regarde tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a dit, au début du Covid, on avait quelqu'un qui était pour le confinement. Donc, qu'on soit bien d'accord, c'est pas une question de pureté morale, ça n'existe pas, je me leurre pas non plus. Mais c'est juste que il y a une histoire d'échelle, mais honnêtement, demain, Jean-Philippe Tanguy du RN, c'est un exemple qui contrebalance bien, je trouve que c'est une sorte de Boyard du RN, sauf que lui, il n'a pas vendu de la drogue, mais les deux disent des conneries. Enfin, et comptent d'ailleurs sur leurs conneries pour faire parler d'eux. Mais Jean-Philippe Tanguy aurait dit la même chose, enfin, aurait fait le même discours, je vous aurais dit exactement la même chose, les amis, hein, qu'on soit bien d'accord. Dim Coupe qui dit juste mis Twitch, alors ça, pour changer de sujet, totalement hors sujet, tu dis tu aurais des news de Tabibian? Bah, pas vraiment, hein. Moi, je suis un peu comme vous, j'ai suivi les dates de retour successives. Bah, j'espère que ça va, j'espère que tout va bien pour lui et que il va pouvoir réaliser tout ce qu'il avait annoncé, j'espère, hein, j'espère, hein. J'attends, comme tous les spectateurs, je surveille de près. Donc voilà. Runes qui nous dit Philippot, grosse pompe à vélo. C'est marrant, hein, tu vois. Comme quoi, dans le chat, tout le monde n'est pas d'accord. Et ça, j'aime, par contre. Ça, j'aime beaucoup. Blueby 3, il est dans le bistrot, ouais, de TV Liberté, mais pas sur sa chaîne. Oui, non, mais je sais, mais je regarde les mêmes choses que vous, mais je sais pas quoi vous dire. Il va y avoir un retour en fanfare, mais c'est vrai que j'avais entendu plusieurs dates successives. Je sais pas trop. On va voir. Peut-être ce sera le cadeau du Père Noël. On verra. On verra. Mais c'est vrai que bon, je voyais des commentaires, des choses comme ça. Bon, les gens attendent la cagnotte, hein. Ah, c'est sûr qu'il y a eu 120 000 balles sur la route là. Donc les gens attendent ça. Ça, je peux comprendre à la rigueur. Mais ouais, ouais, ouais. C'est putain, tu vois, breaking news. Breaking news. Le président de l'État palestinien, Mahmoud Abbas, a été victime d'une tentative d'assassinat. Son convoi a essuyé des tirs. Un membre de sa garde rapprochée a été tué dans l'attaque. Il est bien, ce monde. On est bien, là. Là, on est très, très bien, là. On est très, très bien, là. C'est que du plaisir. Que du plaisir. On a quoi d'autre? Je reprends les messages du chat. Les copains. Nanana, nanana. On a quoi? Gabrinet 21. Rémi, tu as vu la note de la mairesse Hidalgo? Ah, Hidalgo, tu t'es régalé. Ouais, non, mais j'ai vu. Mais l'affaire Hidalgo, comment vous dire? C'est pas méchant, hein, mais j'ai pas envie de. Dans la farce tranquille, tu vois, on va en parler vite fait demain, mais je vais pas faire 3 heures là-dessus, quoi. C'est désespérant. C'est le genre de sujet. J'essaie petit à petit, quand je prépare mes scripts de la farce tranquille, j'essaie en fait de. Comment dire? D'aller vers des vrais sujets politiques, quoi. Qu'est-ce que tu veux que je te dise de Anne Hidalgo? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Voilà, c'est une enculerie, bon, qui est mise à jour, d'accord, avec des trucs d'ailleurs, si on scrute un peu, parce que je lis les journaux, ils parlent de 60 000 euros de billets, enfin de 40 000 euros de billets d'avion pour 6 personnes aller-retour. J'ai regardé ce matin, tu trouves des trucs à 6 000, 7 000 aller-retour, hein. Alors, enfin, enfin bref, c'est un foutage de gueule en plus, mais qu'est-ce que ça cache d'autre derrière? C'est toujours la même logique, hein. C'est qu'on sort un lapin du chapeau, mais est-ce que dans le chapeau, tu as un clapier ou tu rien du tout, quoi?
Parce que si elle a fait ça une fois, malheureusement, tu te doutes qu'elle a fait ça d'autres fois. Je veux dire, c'est d'ailleurs pas pour rien qu'il a fallu un journaliste néerlandais qui avait réclamé le fait que les notes de frais d'Anne Hidalgo soient dévoilées. Il allait jusque devant un tribunal pour ça. Enfin, le problème, c'est un comportement endémique, si vous voulez. Un comportement endémique d'Anne Hidalgo. Mais que croit-on ailleurs? Laurent Wauquiez, 100 000 balles, ce fameux dîner sur les sesterces des citoyens d'Auvergne-Rhône-Alpes. Ça fait une semaine dans les médias, derrière ta bubule. Donc le vrai problème, il est là. Il est sur l'ampleur réelle de ces affaires-là. Honnêtement, Anne Hidalgo, enfin, tu tires sur l'ambulance, quoi. Alors bon, l'expression n'est pas du tout consacrée en ce moment, pardon. Anne Hidalgo, tu tapes sur Affida Turner, on va trouver un parallèle. Mais bon, enfin, c'est ce que je te dise. Au point où on en est, elle en a rien à branler, je veux dire. Et puis de toute façon, à tous les échelons, enfin à beaucoup d'échelons en tout cas, on le voit, il y a une impunité qui se dessine. Le problème de ces affaires, c'est pas tant la répétition qui est très éloignée, donc ça sort une fois tous les 2 mois, et puis les gens disent ah c'est pas bien, puis le lendemain, forcément, les gens ils vont au boulot, il faut bouffer à la fin du mois, donc on pense à autre chose. Le vrai problème, c'est le jour où il va y avoir un effet d'archive de tout ça, où je sais pas comment ça va se passer pour un paramètre X ou Y, mais quand tout ça va exploser en même temps aux yeux des gens, que les gens vont se dire mais merde, c'est vrai, il y a eu ça, 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 mais il y a aussi ça, mais il y a aussi ça, mais on vient de révéler ça. Et ça, c'est ce qui s'appelle un début de révolution. Et ils n'ont pas de pain qui mange de la brioche. Bon, l'époque a un peu changé, on a les chicots qui tiennent mieux, mais au fond, c'est ce qui rend le peuple zinzin. Et donc c'est ça, si vous voulez, toutes ces différences de traitement qu'on voit s'accumuler, mais qu'on voit sur des moments épars comme ça. C'est-à-dire, rappelez-vous, en temps de Covid, l'un des rares endroits en France, dans tout le pays, où le pass sanitaire puis vaccinal n'était pas rendu obligatoire, c'était à l'Assemblée nationale et au Sénat. Qu'est-ce que tu veux de plus? Qu'est-ce que tu veux de plus comme symbole qui signifie allez bien vous faire péter le fiac? Je le dis gentiment, mais voilà, faut être clair là-dessus. Merci à Lilico74 qui vient de sub 3e mois, merci beaucoup. Il faut être clair là-dessus. Si vous mettez ça côte à côte, si vous cumulez tout ça, mais soyons sérieux. Soyons sérieux. Qui peut défendre vraiment le fait que nous soyons dans une démocratie digne de ce nom? Digne de ce nom. C'est pour ça, d'ailleurs, c'est souvent la réflexion. Quand on dit ah ouais, mais on peut pas critiquer la démocratie, vous vous rendez compte, allez voir en Corée du Nord. Mais là, le problème n'est pas tant que on critique la démocratie, ça n'est pas la démocratie que l'on critique. C'est ce qu'en font les gens, ce qu'en font certains élus en France qui prétendent vivre en démocratie. Eux la salissent. Les gens qui critiquent ce qui est fait ne salissent pas la démocratie, au contraire, ils n'aspirent qu'à son retour. Donc, c'est aussi ça qu'il faut, il faut être sérieux sur ça, quoi. Il faut être sérieux sur ces questions-là. Donc, l'affaire Hidalgo, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Les médias montrent qu'ils font leur boulot de temps en temps avec un truc qui, au fond, à mon avis, n'a pas l'ampleur la plus balèze. Et puis, bon, bah, Anne Hidalgo, dans une semaine, on n'en parle plus. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il va y avoir les JO et puis c'est tout. Je veux dire, c'est n'importe quoi. Mais c'est comme, enfin, je passe d'un sujet à l'autre aujourd'hui, c'est radio libre. C'est comme Éric Dupond-Moretti devant la Cour de justice de la République. On a, euh, on a une impunité. Je veux dire, cette Cour de justice de la République a eu 14 ministres en exercice devant elle, je crois, quelque chose comme ça. Il n'y a jamais eu une seule condamnation à de la prison ferme. Pas une seule, depuis sa création en 1980 ou 90, un truc comme ça. Pas une seule condamnation à la prison ferme. Vous voulez quoi, en fait? Vous voulez quoi? Donc, c'est aussi ça, le problème. Dupond-Moretti, je vous parie l'apéro, il y aura bubule. Il y aura bubule. Comme d'hab. Comme d'hab. Mais c'est couru d'avance. Vous pensez pas que Emmanuel Macron va prendre le risque de l'envoyer en sachant qu'il peut être condamné. Et puis de toute façon, vous avez vu la constitution de cette cour, parce qu'il faut quand même en parler. Demain, peut-être qu'on prendra un peu plus de temps. Mais vous avez 3 juges professionnels, on va dire, 3 magistrats professionnels, et 12 juges parlementaires. 6 députés, 6 sénateurs. Sur les 12 parlementaires, tu en as 6 qui sont LREM, MoDem ou LR.
LR, on connaît, si vous voulez, il y a autant de résistance que l'actrice dans 150 nuances degrés qui se fait fouetter le cul. Donc on peut les mettre dans le même sac. Donc tu en as 6 de facto qui sont à peu près du camp de Dupond-Moretti. Donc ça fait moitié-moitié. T'as Obono qui est là aussi, donc t'en as quelques autres, des autres partis, fort heureusement, tu vois. T'as du RN, t'as des trucs comme ça. Et les 3 juges professionnels sont des types qui doivent leur poste en partie au ministère de la Justice. Il y a un lien de nomination, si vous voulez. Est-ce qu'on a vu un truc plus baroque? Enfin, mais c'est vraiment, demain je suis jugé, le juge principal c'est mon père, et le procureur c'est mon chat, tu vois. Enfin, moi je comprends qu'il soit énervé Dupond-Moretti. Pourquoi il y va en fait? Laissez-moi tranquille. J'étais tranquillement en train de prendre de la coke sur le cul d'Isabelle Boulet. Je rigole, c'est une vanne. Non, mais tranquille, j'ai pas dit. Alors, ce qui est sûr, c'est qu'il sort avec Isabelle Boulet. D'ailleurs, pour quelqu'un qui devrait aller en prison, sacré destin. Mais non, c'est quand même cocasse. C'est quand même cocasse. Donc non, mais bon, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tu vois, je suis parti d'un sujet à l'autre. C'est allé vite, hein. Ça va très très vite dans ma tête, hein. On dirait pas comme ça, mais ouais, non, c'est cocasse, hein. C'est cocasse. Donc voilà un petit peu, les amis, ce qu'on pouvait dire là-dessus, sur ces sujets-là, les copains. On va continuer dans les sujets. Et l'un des gros sujets du jour, l'affaire Branco-Attal. Alors là, patatras. Patatras. Eh oui, parce que qu'est-ce qu'on n'a pas appris? Aïe, 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 aïe. C'est Gabriel Attal. En fait, il a été harcelé. Et on ne savait pas. Alors bon, on va mettre, c'était dans 7 à 8. Hein, 7 à 8. Je vais vous mettre la vidéo, je ne sais pas quoi vous dire. Je ne sais plus quoi vous dire. On va essayer d'analyser ça gentiment. Rouns, j'ai vu tes messages. Hein, je me souviens, tu nous avais dit que tu n'osais pas inviter Soral, maintenant qu'il y a la boîte noire. J'ai vu, le mets pas 10 000 fois, j'ai dit que je n'osais pas, j'ose toujours pas, c'est clair, et même dans le contexte de la boîte noire n'est pas conçue pour faire des interviews. Je comprends le message, mais le mets pas 8 fois, j'avais été assez clair la dernière fois, on est bon sur le sujet, je te réponds volontiers, mais là on est sur Gabriel Attal, donc hein, on est sérieux s'il vous plaît. Donc merde, il n'y a pas la vidéo, putain, attends. Bougez pas. Voilà, alors j'ai la vidéo. Et là, c'était 7 à 8. Gabriel Attal nous dit, là, on n'y est pas, là. J'étais à la fin du collège, j'avais 14-15 ans. C'était un élève de l'établissement qui avait ouvert ce site sur lequel il fallait mettre des commentaires sur le physique des élèves. Et moi, à cette occasion, j'ai vécu un déferlement d'insultes et d'injures. Ça a duré plusieurs mois et ça a été très violent. Quel est l'élément déclencheur? Je suis allé avec une fille au cinéma et c'est une fille qu'il aimait bien dans l'établissement et je me souviens que ce jour-là, il m'a dit je vais te détruire. Et bon, c'est ce qu'il a cherché à faire derrière. Sur quoi portent les attaques? Les commentaires qui étaient postés, c'était en pédale, tafiole, tarlouse. Donc je pense que c'était sur une orientation sexuelle supposée à l'époque, puisque moi, j'en parlais pas autour de moi. Voilà, donc, dans 7 à 8, Gabriel Attal nous dit ça. Merci à Oriane214 pour le sub 11e mois, merci beaucoup. Il nous dit ça, alors droit de réponse, bien sûr, avec Juan Branco, qui a répondu. Donc, pour vous donner quelques éléments de contexte, les deux se sont suivis dans plusieurs écoles au cours de leur jeunesse. Donc, ils se connaissent, ils se détestent, ça c'est clair. Et il y a cette histoire-là qui sort aujourd'hui, alors que le harcèlement, c'est vrai, est la cause numéro 1, hasard de l'histoire, la lutte contre le harcèlement à l'école qui fait des drames, bien évidemment, et qui, en plus, a été est défendue médiatiquement par Brigitte Macron. Donc, c'est sûr que... voilà, je ne suis pas certain du symbole, mais pourquoi pas. Branco a répondu à l'interview de Gabriel Attal à la Téloche. Je vous lis en entier ce qu'il a dit sur Twitter. Je viens de découvrir l'entretien de Gabriel Attal sur TF1 qui tourne, il faut bien le dire, quasi exclusivement à mon sujet. 15 minutes d'instrumentalisation d'un sujet sensible, essentiel, celui du harcèlement au profit de l'exposition sans pudeur et sans contradiction d'une intimité déformée dont 10 minutes à parler d'une personne que l'on dit obsédée par soi.
Il y a de quoi interroger. De la grande propagande à l'ancienne, en fait, sans droit de réponse ni contradiction, destinée aux millions de Français qui n'ont encore que la télévision comme source d'information et qui ne s'intéressent à la politique que de façon distancée. De la grande propagande, oui, visant à fabriquer un profil auquel on va chercher à faire adhérer pour les convaincre de plus tard nous gouverner. En cela, l'opération me semble réussie, et il nous faut les féliciter. Je ne vais pas revenir sur les élucubrations qui y sont énoncées, elles sont nombreuses et on aura le temps le cas échéant. Parlons du fond du sujet et du pourquoi de cette opération. En 2019, un livre Crépuscule, expose en détail les ressorts d'une ascension fondée sur la compromission, celle d'Emmanuel Macron. Elle montre comment des oligarques se sont alliés pour le propulser. Il fait immédiatement scandale et va être lourdement attaqué. Aurore Berger va jusqu'à le signaler au procureur de la République pour provocation à la commission de crimes et délits. C'est la première fois que les véritables mécanismes ayant favorisé l'élection de M. Macron sont révélés. Il va donc être téléchargé 1 million de fois et vendu à 160 000 exemplaires, faudrait que j'apprenne à lire, nourrissant une colère légitime et déstabilisant ceux qui y sont mentionnés. Toute la France va en parler, générant dans la Macronie une détestation féroce à l'égard de son auteur qui ne s'est jamais démenti depuis, d'autant plus que cela ne faisait que commencer et que nous avons depuis continué à les exposer, défendre ceux qui au pouvoir s'opposaient. En ce livre, il est prévu et annoncé qu'un homme, Gabriel Attal, suivrait le même chemin que son patron, de l'Alsacienne et des origines sociales jusqu'à l'arrivée au port du pouvoir, un décryptage très fin et détaillé, fruit d'une enquête sérieuse et livrée. Ce travail inattaquable ne fait l'objet d'aucune procédure parce qu'il est dans le moindre détail vrai. Resté en libre accès, il va enfanter de lourdes conséquences que je n'ai jamais regrettées. Il fait aujourd'hui encore ma fierté, je vous invite à le lire, à le partager. Vous découvrirez le revers sombre d'un monde qui est prêt à tout pour abattre ses opposants et magnifier ses prétendants dans le seul but. La politique n'est en France que la mise en scène et l'habillage d'une guerre féroce entre camps opposés pour attraire nos ressources et les accaparer. Un spectacle lourdement financé dans le seul but de nous faire oublier. À nous de ne pas y céder. Donc, Juan Branco fait écho à Crépuscule, que vous avez sûrement lu, qui est un ouvrage effectivement très intéressant. On a un autre, si je dis pas de conneries, j'avais l'impression d'avoir lu autre chose. Voilà. En fait, je suis désolé. Mais c'est le Juste Bistrot. Hein. Vous êtes là, vous savez où vous foutez les chaussures aussi. C'est pas du tout ce que je voulais vous lire. Ah non, non, non. C'est pas inintéressant. Mais c'est pas ça. C'est pas ça que je voulais vous lire. C'est un autre tweet. C'est un autre tweet. Voilà. Où Juan Branco réagit toujours à la même chose. Mais là, il y a plus de croquants. Il y a plus de croustillants. Gabriel Attal vient de monter une opération de victimisation sur TF1 avec son amie Mimi Marchand, ancienne proxénète et trafiquante de drogue reconvertie en trafiquante d'informations, pour tenter de donner un vernis de légitimité à son plan de communication sur le harcèlement. Gabriel Attal pensait s'être couvert en faisant supprimer les archives de l'affaire qu'il a décidé d'instrumentaliser. Sauf que Gabriel Attal a oublié qu'Internet n'oublie rien et que toutes les archives ont été conservées. Gabriel Attal n'a jamais été harcelé. Gabi était en fait un des plus violents camarades de classe que l'on puisse imaginer. Très sûr de lui, faisant partie de la crème, il s'attaquait sans retenue aux plus fragiles que lui, multipliant les blagues à répétition sur les SDF, les pauvres, l'école publique, et revendiquant avec morgue et mépris sa supériorité. Un jour, il a voulu apparaître sur un blog auquel il participait avec assiduité, et ses très nombreuses victimes se sont lâchées. Comme un retour de bâton par dizaines, elles lui ont signifié à quel point son comportement, à quel point les humiliations qu'il faisait subir à ses camarades depuis des années en avaient fait un être détesté. Gabriel Attal ne l'a jamais accepté. S'il avait des raisons d'être malheureux et il n'était qu'un adolescent, il a désormais 34 ans et le voir revenir sur ce sujet a quelque chose d'apitoyant. Bien des personnes ont dû ressentir un haut-le-cœur en le voyant tenter d'utiliser ces questions afin de se propulser. Ce n'est pas digne, ce n'est pas décent. Il en va de même en ce qui concerne la lutte contre l'homophobie. Personne n'avait jamais invoqué son orientation sexuelle pour une raison très simple, personne ne savait. Personne ne s'y est jamais intéressé. Vous noterez d'ailleurs son petit sourire au moment où il commence à invoquer l'affaire. Il dit tout de ces êtres qui se sont donnés pour obsession de vous gouverner. Et Juan Branco joint un extrait supposé, on l'imagine, de ce blog, où certain Gabriel écrit le 24 mai 2005 à 20h32 « Lol, Alphonse, si ça c'est moche, je me demande ce que t'es toi, elles sont toutes les trois aussi sublimes les unes que les autres. Et Léo, Charles et Clara, si vous n'êtes pas content du niveau social de l'Alsacienne, vous avez qu'à partir. Nous on l'aime, au moins c'est pas comme dans certains lycées de périphérie. » Alors, comment vous dire ? On continue parce qu'on a eu vraiment, et là c'est vrai que sur ce point-là, je donne raison, je ne suis pas juge, mais je donne mon avis, je suis d'accord avec Juan Branco, on a une vraie campagne médiatique qui se met en place, mais comme ça, avec un 7 à 8 où on sait que ces révélations vont tomber, plusieurs jours avant c'était annoncé. Gabriel Attal était chez Touche pas à mon poste, et il a parlé de la même chose.
Alors, on a la vidéo. Regardez, on a la photo de quand il était à l'école, Gabriel Attal. Alors, on a la vidéo. Regardez, on a la photo de quand il était à l'école, Gabriel Attal, avec Juan Branco. Regardez, on les voit. Regardez, vous voyez ou pas? C'est fou, hein, ouais, cette vidéo cette photo qu'on a retrouvée. C'était très très fort hier, hein, Gabriel Attal. Hein. Franchement, ça a cartonné sur 7-8. Alors, il n'était pas sur le plateau, pardon, mais ils en ont parlé. Oui, Gilles Verdez, vous disiez. Alors c'était très très fort, très émouvant. Moi, ce que j'ai regretté dans le témoignage, c'est qu'il ne nomme pas Juan Branco, parce qu'après Juan Branco donc, a dit c'est moi. J'ai trouvé que c'était un peu bizarre la manière d'amener. Pourquoi il l'a pas c'est cité. très élégant. Il l'a pas- au contraire, c'est élégant. C'est très élégant. Il allait pas dire. Il va dire c'est lui qui m'a harcelé, justement, il est tellement au-dessus et l'autre c'est un tel mythomane. Hein. Donc franchement, je trouve qu'il a bien fait justement de ne pas confisquer le débat sur le harcèlement en disant c'est lui et tout ça. Il est au-dessus aujourd'hui, il est ministre de l'Éducation nationale. Le harcèlement, c'est son cheval de bataille. Il veut dire en fait ça touche tout le monde. Moi ça m'a touché, moi j'en ai souffert. C'est ma priorité. Et évidemment, après l'autre, il en a profité. Voilà. Donc Géraldine Maillet, toujours en mesure, hein, bien évidemment, toujours elle est formidable, elle est absolument formidable, en détente absolue. Et on a également eu cette séquence aujourd'hui. Alors, je ne sais pas qui est le communicant, hein, mais le côté rencontre parents-prof, Gabriel Attal et Brigitte Macron, je ne sais pas qui a eu cette idée folle, mais sincèrement, c'est zinzin. Et après, on essaie d'analyser le bordel. C'est très libéré maintenant, de plus en plus, pas complètement, mais beaucoup plus. Ils parlent parce qu'ils savent qu'on les écoute et il y a un momentum. Il y a 3 moments dans l'année. Il y a le premier jeudi du mois de novembre. Et à ce moment-là, il y a le concours non au harcèlement. Il y a de plus en plus d'élèves qui participent par le biais d'affiches ou de vidéos. Et il y a le Safer Internet Day au mois de février. Il y a ces 3 dates. Et autour de ça, donc ça nous permet un peu de feuilletonner pendant l'année. Et ils commencent à connaître aussi les ambassadeurs, les référents dans les établissements, des référents dans les rectorats, les lieux, les associations. Donc je pense que plus on porte à leur connaissance, mieux on va régler le problème. Parce qu'ils sont extrêmement nombreux, vous avez raison de le souligner. Et l'anonymat, je pense que ça va les libérer. Et parfois, pendant la vie de classe, le professeur principal saura dans sa classe un peu ce qui se passe davantage. Et je pense qu'on a un peu l'intuition de ceux qui vont pas bien. Donc on pourra se rapprocher d'eux à ce moment-là. De plus en Voilà, donc on a là, on est dans la com, hein, on est dans la campagne de com, c'est assez clair. Bon, il y a eu d'autres séquences à droite à gauche, on va pas passer 3 heures là-dessus. On va essayer de faire du juste milieu, on va essayer de rester dans le style de la baraque. Qu'on soit bien d'accord, je ne défends pas la vision de Branco ou de Attal. On va se positionner sur, on va dire, les antécédents de tout ça et sur l'aspect campagne médiatique. Parce qu'au fond, c'est version contre version. Ce qu'on peut par contre retenir de manière claire, c'est qu'il n'y a pas de droit de réponse pour Juan Branco. C'est-à-dire que si Gabriel Attal ne le nomme pas, pour moi, c'est précisément pour ça. C'est pas comme nous dit Géraldine Maillet, qui, si elle était un cours d'eau, serait une gorge profonde. Elle nous explique, ah oui, non, mais il est tellement au-dessus qu'il ne le nomme pas. Non, il ne le nomme pas parce que s'il le nomme, ça entraîne un droit de réponse médiatiquement. Parce qu'un ministre ne peut pas attaquer quelqu'un comme ça. Donc, ils savent très bien ce qu'ils font. C'est pas du tout une question de hauteur de vue. Donc ça, par contre, je trouve que ça donne déjà le goût d'une campagne de com. Et je veux vraiment donner mon petit avis là-dessus, si ça vous intéresse, précisément par rapport à ça. J'ai eu la chance de rencontrer Juan Branco, on a fait l'interview sur Juste Milieu. Un jour, je ferai peut-être l'interview avec Gabriel Attal, Dieu bénisse, on croise les doigts. Donc c'est, voilà. Médiatiquement, qu'est-ce qu'il en est? On a déjà Brigitte Macron qui fait une apparition médiatique 2 jours, je crois, après la diffusion du témoignage de Gabriel Attal dans 7 à 8. Brigitte Macron, je suis désolé, mais il ne faut pas cesser de le redire, et c'est d'ailleurs ce qu'avait dit Vincent Hervouette sur CNews, donc je reprends ce qu'il dit. Nous sommes face à quelqu'un, qu'on le veuille ou non, qui est sorti avec son élève de 14 ans. Son élève alors qu'elle animait un atelier de théâtre au lycée de la Providence à Amiens. Donc, le point de départ ne va pas. Je ne dis pas que intellectuellement, moralement, cette personne n'a pas évolué. Je dis juste que vous avez quelqu'un qui, à un moment donné, a utilisé sa fonction de professeur, en tout cas en tant que professeur, a eu une relation amoureuse à minima sexuelle peut-être, avec un élève de 14 ans. Donc, je ne veux pas mettre de l'huile sur le feu. Vous notez, vous savez très bien ce que je pense de toute façon. Vous notez, je ne parle pas de pédocriminalité. Comme ça. Alors ça, pour le coup, c'est un biais rhétorique de dire je ne parle pas de ça, mais je le dis quand même. Donc non, j'essaie d'être le plus précis possible, sans mettre de l'huile sur le feu. Reconnaissons d'où on parle et de quel contexte on parle.
Donc, déjà, qu'il y ait Brigitte Macron dans cette campagne de com, cela me dérange profondément. Parce que pour moi, il n'y a pas de crédibilité. Elle peut parler de beaucoup d'autres sujets, mais symboliquement, ça n'est pas possible. Ça n'est pas possible. Je suis désolé, mais ça n'est pas concevable. Vous avez un professeur à Montpellier, je vais vous montrer l'article, hein. C'est pour être tout à fait clair, hein, janvier 2021, un enseignant condamné à 3 ans avec sursis pour corruption de mineurs à Montpellier. Un ancien enseignant jugé ce vendredi 8 janvier à Montpellier écope de 3 ans de prison avec sursis pour atteinte sexuelle et corruption de mineurs. On lui reproche d'avoir entretenu une relation amoureuse et sexuelle pendant 2 ans avec une de ses élèves jugée fragile. Donc, voilà. Il y a le paramètre, effectivement, peut-être de la fragilité mentale qu'il n'y avait pas avant, mais bon, que ce soit clair. Donc, on a ça. Ensuite, on a Gabriel Attal qui est arrivé catapulté ministre de l'Éducation. Effectivement, on a quelqu'un qui n'a jamais mis les pieds dans l'école publique. Donc, en termes de CV, bon, après, comme disait Coluche, on a eu des ministres de la Santé qui n'étaient même pas médecins. Donc, pourquoi pas? Après tout, pourquoi pas? Et qui, maintenant, tout de suite, là, on sait pas pourquoi, parle du harcèlement. Alors certes, c'est l'une des grandes causes du quinquennat, une grande cause décidée d'ailleurs par Brigitte Macron, qui s'en est faite elle-même le porte-étendard, donc la porte-étendard, on ne sait pas trop, mais pourquoi pas. Et donc Gabriel Attal nous dit, bah paf, hop, je raconte des faits de harcèlement. Bien évidemment, ça ne viendrait à l'esprit de personne de critiquer ces témoignages-là, parce que bien sûr que c'est un véritable problème et on voit des drames terribles qui se passent en France par rapport à ça. Donc, ok. Si on était malsain, on pourrait remettre en doute la sincérité du témoignage de Gabriel Attal. On peut légitimement concevoir qu'il en ait souffert et qu'il en souffre peut-être encore aujourd'hui, bien évidemment. Mais le témoignage semble opportuniste. Ça sort aujourd'hui dans un timing où c'est la cause du quinquennat. Ça tombe bien quand même. Parce que Gabriel Attal est sous les lumières médiatiques depuis un certain bout de temps. Donc il aurait pu le dire n'importe quand. Tu vois. Là, ça tombe dans une campagne de com où tout est bien rodé, où tout... Ok, bon, pourquoi pas? Avec en plus des comportements, on l'évoquait tout à l'heure, des comportements où tout est bien calibré. Alors, les médias comme ça se lancent tout de suite sur ce format. On a quand même 7 à 8, qui est une des plus grosses audiences de la semaine à la téloche française. Il fait en sorte de ne pas nommer Juan Branco, alors que tout le monde le sait, pour précisément éviter un droit de réponse, éviter des choses comme ça. On a un témoignage qui est cadré. En l'occurrence, sur la forme, je doute de la sincérité, sur la forme. Donc à partir de là, on a des éléments qui sont problématiques. Et on remonte un petit peu le contexte de tout ça. Parce qu'on a Gabriel Attal qui fait partie du gouvernement Macron. Et Emmanuel Macron a eu une trajectoire très intéressante à ce niveau-là. On a pu voir avec Emmanuel Macron une campagne médiatique hors du commun. Bien sûr, tous les candidats à la présidence française ont profité d'un soutien médiatique plus ou moins fort, plus ou moins officiel. Bien évidemment, on est obligé de le concevoir. Mais on a eu des médias, pour reprendre l'exemple de ce que je vous expliquais tout à l'heure, une prof de 39 ans, un élève de 14 ans, déjà 14, 15 ou 16, ça dépendait des articles. Je renvoie vers le livre Opération Macron d'Éric Stemlen qui liste tout ça. On vous a parlé de Love Story. Il y a des médias qui titraient « C'est une love story », c'est génial. Tu vois. Donc on a réécrit l'histoire. Avec Emmanuel Macron, on a réécrit l'histoire. Très peu de médias, quand même quelques-uns, il ne faut pas déconner, mais sont passés chez Rothschild. Les affaires, quand il a dû se cacher dans un hall d'immeuble au moment de cette sombre histoire de rachat du Monde, alors qu'il conseillait les deux partis, il y a beaucoup de choses qui ont été réécrites, si vous voulez. Le passé d'Emmanuel Macron, un gars qui demande à se faire baptiser tout seul, il a 12 ans, contre l'avis de ses parents. Enfin, ses parents d'ailleurs qu'on ne connaît pas beaucoup. Il y a quand même beaucoup d'éléments médiatiques qui ont été choisis. Alors, je vous dis ça, on est dans une ambiance, c'est une atmosphère. Je ne suis pas en train de vous dire que c'est la même chose pour Gabriel Attal. Mais je dis juste que le Real Madrid, ils ont déjà gagné plusieurs fois la Ligue des Champions. Ils sont capables de le refaire. Donc, Gabriel Attal, surtout qu'on nous présente quelqu'un qui fait partie des favoris en vue de 2027, on a l'installation d'un personnage. Le dernier gros témoignage aussi poignant d'un membre proche de Macron, c'était Édouard Philippe, qui révélait son alopécie. Enfin, pas l'alopécie, en l'occurrence le vitiligo, qui révélait être atteint du vitiligo. C'était déjà sur 7 à 8. Là encore, c'est lié, c'est pas lié, j'en sais rien. Je constate juste ce qui s'est passé. Mais on voit bien que
on a des campagnes médiatiques comme ça où on a essayé avec Édouard Philippe qui vous dit oh, j'ai le vitiligo, ouais, mais ok. Bon, enfin, en fait, il y a aussi une chose qui s'appelle l'intimité. On n'est peut-être pas obligé pour essayer d'attendrir le chaland de sortir X et Y chose, quoi. Donc, je suis franchement très, très, très mitigé sur cet aspect campagne de com. Euh, Surtout qu'à la rigueur, euh, bah, il faudrait peut-être porter plainte, donner l'exemple, même s'il y a prescription, et encore, c'est même pas certain. Il faudrait porter plainte contre, enfin en tout cas que Gabriel Attal porte plainte contre Juan Branco. Et d'ailleurs, c'est valable. Enfin non, il n'a pas cité son nom, mais ça pourrait être valable dans l'autre sens. C'est là où faut être prudent aussi sur qui dit vrai, hein, qu'on soit bien d'accord. Mais je le sens pas cette affaire. Je le sens pas du tout. Il y a un truc qui pue. Il y a un aspect campagne médiatique que je trouve assez lamentable. Donc affaire à suivre, les amis. On verra un petit peu ce que ça donne. Je pense qu'on en reparlera. On n'est pas au bout de nos surprises, hein. Notre réel est aussi devenu comme ça une série TV, hein. On en parlait la semaine dernière. Rappelez-vous, hein, les tags antisémites qui sont des étoiles de David réalisés par un couple moldave, commandité par un russe qui leur a donné de l'argent. Ça aussi, on a hâte d'avoir la suite. Donc bon, on verra. On verra, les copains. Sans aucune transition, on continue, les copains. Et on va finir sur un peu de hauteur, un petit peu de hauteur. On va regarder, on va voir en entier peut-être, on va voir si j'ai envie. On va regarder l'interview, alors sans transition, il n'y en a absolument aucune, c'est une catastrophe. On va regarder l'interview de Dominique de Villepin ce matin sur France Info concernant le contexte actuel. Une parole, de la hauteur, des réflexions. Je crois que ça va nous faire du bien. Allez, on se met ça et on voit le rythme général. qu'on a envie de regarder, qu'on a envie de suivre. Bonjour Dominique de Villepin. Bonjour. Bonjour. Voilà un mois jour pour Et jour que merci à Cyrillon pour le subprime, merci beaucoup. la guerre entre Israël et le Hamas a commencé. De chaque côté, on compte les morts. 1400 côté israélien, plus de 10 000 côté palestinien selon le Hamas. Et l'info de la nuit, c'est que Benyamin Netanyahou souhaite prendre le contrôle général de la sécurité à Gaza après la guerre. C'est une annexion de la bande de Gaza sans le dire ? Oui, c'est surtout une incapacité à tirer les leçons de l'histoire. C'est la 5e guerre de Gaza. Et avec quel résultat ? Avec à chaque fois plus de violence, à chaque fois plus de danger pour Israël. Il est temps que le gouvernement israélien ouvre les yeux. Et pour cela, il faut partir du point de départ. Le gouvernement israélien de Benjamin Netanyahou a échoué le 7 octobre. Et il a échoué doublement. Dans la capacité à assurer la protection du peuple israélien, en laissant faire des massacres qui sont une abomination. Et il porte une responsabilité directe dans ce qui s'est passé. Et il a aussi un autre échec, c'est d'avoir encouragé une politique d'occupation et de colonisation qui continue à cette heure en Cisjordanie et qui constitue une autre menace pour Israël si un deuxième front en Cisjordanie venait à s'ouvrir. Il faut juste préciser, Dominique de Villepin, parce qu'on est un mois pile après cette attaque, ce que vous entendez par la responsabilité du gouvernement israélien dans l'attaque. Mais tout simplement l'incapacité à assurer la protection d'Israël. C'est ça le pacte de sécurité entre le gouvernement israélien et le peuple israélien. Mais l'attaque, elle vient du Hamas. Non, mais il n'y a aucun doute là-dessus, et nous l'avons dit et redit, ça c'est clair. Mais le gouvernement israélien a failli. Et pourquoi je le dis si fortement ? Parce que c'était justement l'engagement de Benjamin Netanyahou. Et s'il a failli, et ça il faut le comprendre, c'est bien parce que la politique de sécurité ne s'obtient pas par la force. Donc ça veut dire que quand il dit qu'on va assurer la sécurité à Gaza... La force, c'est le sésame du gouvernement et des gouvernements israéliens successifs. Or, la force ne permet pas d'assurer la sécurité d'un peuple. C'est ça que tous les Israéliens doivent comprendre aujourd'hui. Mais quand il dit Benyamin Netanyahou... Permettez-moi de terminer. Et ce qui est important, c'est que le choix du gouvernement israélien, justement depuis le 7 octobre, c'est de surenchérir dans la force. Vous savez, ni la force, ni la vengeance n'assurent la paix et la sécurité. Ce qui assure la paix et la sécurité, c'est la justice. La justice n'est pas au rendez-vous. Et le choix du gouvernement Netanyahou de mener une politique de bombardement, 3 guerres en même temps,
une guerre de bombardement massif sur les populations civiles, bien sûr avec l'objectif d'éliminer le Hamas. Une deuxième guerre, qui est une guerre de siège, qui pose beaucoup de problèmes en droit international, en termes de possibilités de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. Et il y a une troisième guerre, qui est celle qui va se dérouler sans doute plus intensément, qui est une guerre de raid, une guerre au sol, et qui, elle, permet sans doute beaucoup plus de ciblage et de proportionnalité. Mais alors, qu'est-ce qui reste comme option à Israël, qui veut éradiquer le Hamas, comme vous dites, et quand le Hamas se sert de la population palestinienne comme bouclier? D'abord, il faut constater que le raisonnement du gouvernement israélien dans les bombardements qui ont lieu aujourd'hui est un raisonnement erroné. Et toute la communauté internationale peut le voir. Le principe, c'est nous ciblons des terroristes. Et malheureusement, il se trouve qu'il y a aussi des populations civiles, ce qu'on appelle pudiquement en langage militaire des dommages collatéraux. Il faut bien voir que ces dommages collatéraux ne sont pas des dommages accidentels, c'est-à-dire qu'ils sont parfaitement prévisibles et parfaitement assumés. Mais là encore, la responsabilité, elle n'est pas seulement israélienne. Mais une fois de plus, arrêtons de poser la question de la responsabilité. Voyons la réalité de ce qui se passe sur le terrain. La faute, une fois de plus, permettez-moi de vous le dire, nous la laisserons aux historiens. Ce que nous voulons, c'est arrêter ces violences, arrêter ces massacres. Et ce que nous voulons aussi, c'est permettre véritablement à Israël de vivre en paix et en sécurité. Aujourd'hui, la guerre qui est menée, c'est une illusion d'une paix possible qui, avec plus de force, pourrait alors assurer la sécurité d'Israël. Je vous le dis solennellement, cela n'arrivera pas. Israël se met en danger encore plus aujourd'hui avec ce type de guerre et ce type de frappe. Vous diriez que la réponse d'Israël à l'attaque du 7 octobre est n'est devenue... ni ciblée, ni proportionnée. C'est une vengeance sur les Palestiniens? Nous sommes essentiellement aujourd'hui, de la part du gouvernement Netanyahou, dans une politique de vengeance. Israël a droit à sa légitime défense. Mais une légitime défense, c'est pas un droit indiscriminé à tuer des populations civiles. Et là, on est dans la riposte indiscriminée. Mais vous le voyez bien, quand on cible une ambulance, on peut toujours imaginer que dans une des ambulances, il y avait un terroriste, ou pas. Mais le résultat, c'est qu'il y a des enfants, des femmes qui meurent. Et ce résultat, il est vu par la communauté internationale tout entière. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que dans ce contexte, chaque enfants, chaque femme tuée, ce sont plus de terroristes. Donc l'objectif d'Israël, ce qu'il atteint, c'est exactement l'inverse de ce qu'il souhaite. Donc il est essentiel aujourd'hui de changer cette logique et de revenir à une stratégie qui soit fondée. Mais c'est pour ça la question que posait Salia. Quelles sont les options aujourd'hui d'Israël? Eh bien, aujourd'hui, la communauté internationale propose qui un cessez-le-feu, qui une pause humanitaire, qui une trêve humanitaire. Je crois qu'il faut effectivement prendre en compte cette situation humanitaire et sous une forme ou une autre, pause, trêve, cesser le feu, permettre de venir au secours à des populations civiles qui aujourd'hui, ne l'oublions pas, parce que nous avons connu beaucoup de bombardements dans des villes, rarement une situation où une ville en plus était assiégée. Là, c'est double peine pour la population palestinienne. Personne ne peut sortir. Donc, l'argument du gouvernement et de l'armée israélienne qui est de dire on ne peut pas arrêter les combats parce que sinon ça permettrait au Hamas de se refaire ne tient pas véritablement dans la mesure où personne ne peut sortir. Ils ont bouclé Gaza, ils assiègent l'ensemble de ce territoire. Pas de cessez-le-feu, dit Benyamin Netanyahou, tant que les otages sont encore détenus par le Hamas. Alors venons-en à cette question difficile des otages. Les otages, tout doit être fait pour obtenir leur libération. Mais ne l'oublions pas, le peuple palestinien est lui aussi pris en otage par le Hamas et par Israël. Et le Hamas, nous le savons tous, n'a que peu à faire du peuple palestinien. Donc dire au Hamas, on ne libérera pas, on ne lèvera pas le siège, on n'aura pas de trêve humanitaire tant que les otages ne seront pas libérés, c'est un dialogue de sourds. Et c'est pour ça que Israël doit commencer à faire ce qu'elle a peu fait dans son histoire. Elle doit commencer à écouter la communauté internationale, à ne pas penser une stratégie qui est toujours la même, une stratégie qui est toujours la même, qui est une stratégie sécuritaire dont nous avons vu le 7 octobre qu'elle était un échec et qu'elle ne donnerait pas plus de sécurité. Mais Israël n'écoute même pas son premier allié, les Américains. Justement, le peuple israélien, lui, il n'est pas sourd. Et il voit bien qu'à partir du 7 octobre, rien ne sera plus jamais comme avant. Si on veut casser ce cycle de violence et de vengeance, il n'y a qu'une réponse au terrorisme, c'est la justice.
Et la justice, elle passe par l'ouverture d'une solution politique aux Palestiniens. Donc permettez-moi de dire qu'à partir d'une pause humanitaire, qui serait une formidable occasion pour Israël de revoir ses objectifs de guerre. Les objectifs de guerre aujourd'hui d'Israël ne sont pas réalistes. C'est éliminer, éradiquer l'ensemble du proto-État du Hamas. Fixer les objectifs réalistes. Qu'est-ce que serait un objectif réaliste? Un objectif réaliste, ce serait d'éliminer les responsables du Hamas, ceux qui sont responsables de la tuerie du 7 octobre. À partir de ce moment-là... C'est ce qui est fait depuis quelques semaines. Il y a quelques responsables qui ont déjà été éliminés. Et des milliers d'enfants, de femmes, de personnes de la population civile. Permettez-moi de dérouler ce qui serait... Permettez-moi de répondre et de dérouler ce qu'il serait possible de faire. À partir de cette nouvelle stratégie qu'Israël pourrait adopter, qui serait une stratégie d'une riposte ciblée et proportionnée, qui permettrait donc de faire prendre conscience à la communauté internationale qu'effectivement Israël exerce sa légitime défense. Alors qu'aujourd'hui nous sommes dans une logique qui conduit la communauté internationale, et y compris en Europe, et y compris aux États-Unis, à ne pas comprendre ce que fait Israël. À partir de ce moment-là, nous pourrions enclencher un processus qui serait totalement différent et qui permettrait alors, une fois ces responsables éliminés, d'engager une autre phase qui est celle d'une administration temporaire du territoire. Je ne crois pas que la solution de Benjamin Netanyahou soit la bonne. Parce que nous l'avons déjà connu, ils l'ont déjà fait et cela a échoué. Il faut donc que ce soit une administration temporaire internationale. Et la quatrième étape, c'est celle d'un véritable plan de paix qui permettra aux Palestiniens d'avoir un territoire. Et aujourd'hui, nous voyons clairement que l'intérêt d'Israël, c'est d'avoir un État responsable à ses côtés. Et cet État responsable, il faut arrêter de couper les cheveux en quatre. Il doit clairement être la Cisjordanie, toute la Cisjordanie. Il doit être Gaza, avec un accès entre les deux territoires, et Jérusalem-Est. Le problème, et c'est tout le sens de la surenchère de Benjamin Netanyahou, c'est que Benjamin Netanyahou n'en veut pas, et que Benjamin Netanyahou mène une guerre pour tout faire pour que la solution politique ne vienne pas sur la table. Et c'est là où la communauté internationale, l'Europe, les États-Unis doivent dire à Benjamin Netanyahou que cette guerre n'est pas acceptable. Elle n'est pas acceptable car elle nous conduit tout de suite, parce qu'on voit bien, du Hamas, on va passer à l'Iran. De l'Iran, on passera à d'autres cibles. Et nous rentrons alors dans la logique de guerre des civilisations. Quand M. Benjamin Netanyahou dit qu'il y a d'un côté le peuple de la lumière et de l'autre le peuple des ténèbres, on voit bien dans quel engrenage nous nous situons. Je vous coupe, Dominique de Villepin, parce qu'on a encore beaucoup de questions à vous poser. Vous êtes avec nous jusqu'à 9h. On vous retrouve juste après le fil info, 8h43. Maureen Suignard. On a première pause hein, sur la mi-temps. On a quand même, je trouve, une autre densité vis-à-vis du journaliste que Apolline de Malherbe. Que Apolline de Malherbe, honnêtement, je trouve que c'est vraiment balèze. Je crois qu'on va faire de la gourmandise. On va se garder la deuxième moitié pour demain, parce que demain, je voulais vous parler aussi de ce sujet-là avec des séquences médiatiques folles qu'on a vues. Donc, je me note le time code. À 10 minutes 47, on continuera demain. Parce que tu vois, moi, j'ai pris les codes du Twitch. Donc tu vois, je connais le truc. Attendez, je réponds à un copain aussi. C'est le bordel. Attendez. Ah, c'est fou, c'est du direct. Hein. C'est du direct, les amis. Donc voilà les copains. Voilà un petit peu les amis là-dessus. Et voilà, je vais au bistrot finalement. Voilà, super, ça se dessine en direct. Donc voilà les amis, on fera demain la deuxième moitié. Excusez-moi, c'est pas du tout poli là, je parlais comme ça, écrire des bêtises sur les trucs. C'est voilà. Voilà les amis, on est ensemble. Par contre, je suis obligé, vous savez, en plus il me taquine, il le sait celui-là, ce brigand. Il y a plus de saison. J'aime pas ce genre de commentaires, vous le savez les amis. À minima un peu de finesse, mais ça m'énerve. Oui, mais Apolline est baisable, ça tu fais chier, c'est pas drôle. On va me dire c'est une vanne, non c'est pas une vanne. Arrêtez les gars, s'il vous plaît. Ça me fait chier, vous le savez, on peut prendre des tirs pour ça, soyez prudents. C'est pas moi qui fais la censure, mais c'est juste que c'est un truc de lourdeau, c'est lourdeau. Ah, Cruchot. Ah, arrêtez de parler des nibards. Voilà. Galabru, Nibar.
C'est un mélange, hein, c'est un mélange. Donc non, mais ouais, mais je sais, il y a plus de saison. Arrêtez de me faire le coup. Tu sais que c'est pas drôle, en plus, tu le sais toi-même. Je te connais, t'es un fidèle, je te connais comme si je t'avais fait. Donc, trouve une finesse. Trouvez des finesses. Faites comme moi. Prenez exemple. Pas seulement sur ce dégradé, qui est quand même, bon, à l'image du bonhomme, mais... Oh, ça va. En plus, il m'engueule maintenant. On peut rigoler, Rémi. Toi aussi, tu fais des blagues de cul tout le temps. Oui, ben moi, c'est plus fin. De toute façon, c'est mon Twitch. Donc, n'oubliez pas que sommeille en moi un tyran. Et que de toute façon, j'ai pas à me justifier. C'est mon émission. Au fond, je suis un Emmanuel Macron qui s'ignore. C'est ça que vous savez pas. Et si je dis j'aime pas, j'aime pas. C'est mon émission. Et je m'en bats les reins, en fait. On doit être très, très clair. Donc, non, mais je vous taquine. Non, mais c'est que. Au fond, c'est vrai que t'as raison. C'est vrai que t'as raison. Mais c'est juste que, franchement, j'essaie de mettre les formes et tout. Là, lire machin et baisable, je vois pas où est la vanne. On va pas se mentir. Alors que ces deux putes dans un ascenseur, il y en a une qui dit tiens, tu trouves pas que ça sent le sperme? L'autre, elle dit bah ouais, j'ai roté. Ça, c'est drôle. Ça, c'est fin, tu vois. Voilà, parce qu'il y a un contexte, il y a un jeu d'acteur. Là, on est dans la blague. Et aussi, je peux te dire, qu'est-ce qu'un chat tout-terrain? C'est un 4x4. Voilà. C'est parce qu'on est, tu vois, il faut multiplier les registres aussi. Voilà, c'est ça. Bah oui. Bah oui, non, mais c'est ça le truc. C'est ça que vous savez pas. C'est ça, c'est un métier, bordel. On fait pas comme ça, machin et baisable. Non, ça n'a pas de sens. C'est ça le truc. Et c'est très important. Respectez la vanne. Si vous avez envie de dire des lourdeurs, mettez de la vanne. Mettez une monsieur et madame. Voilà. Ça, c'est important. Vous savez que moi, j'aime bien. Voilà. Et Marcel The Rock qui, voilà, qui nous fait la blague de texte sur le con. Il me taquine aujourd'hui. Ah, il est con, je te répondrai pas. Mais c'est vrai que ça aussi, scandale. Ça aussi, scandale. Putain, quand on y pense, t'imagines. Texte d'animateur vedette à marque de slip chez Carrefour. La tuile, quand même. Franchement, la tuile, là, ça. La tuiluccini, comme on dit. Donc, non, c'est cocasse. Non, mais j'en avais une autre à vous raconter, mais je me rappelle plus. Ah, mais le biscuit corps, tu vas pas t'y mettre, putain, les gars, c'est pas non plus des jeux. J'y touche pas avec un bâton à Pauline Mec, ça casse. Arrêtez, les gars, faites pas les cons. Je sais, c'est une blague, déconnez pas, c'est lourd. Ça. Je suis humaniste, moi. J'essaie d'être de gauche, putain. Me niquez pas mon projet, là. Je suis à 2 doigts d'être encarté LFI. Parce que je veux faire la carte. Comme ça, je l'encadre, vu que le parti va disparaître. Je l'encadre. Vous êtes cons, putain. Des efforts, tu vois, des efforts. Et tu reprends tout dans la gueule. J'ai l'impression d'être Clara Morgan. Ça, c'est fin. Tu vois? Eh oui, non, mais voilà. C'est toute la différence entre Gibril Cissé et Pierre Ménès. T'en as un qui fait des jongles. Ah, d'ailleurs, on fera un livre. Le livre de la jungle. Elle est pas de moi, ça, elle est de Gad Elmaleh. Retour à l'envoyeur. Hein. Donc, non, donc voilà les amis, ce que je voulais vous dire. Ce que je voulais vous dire aujourd'hui, les copains. On fait une longue émission. Hein. Ça fait 1h30, plus d'1h30 qu'on est ensemble, les amis. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. On pète les records en plus en ce moment, c'est chouette. Ça fait plaisir. Les copains. Je vais pas tarder, parce que du coup, je retrouve un camarade. Je vais pas tarder. Les amis, voilà, j'espère que vous avez passé une bonne émission. Ça, c'est le plus important. Qu'on soit ensemble, qu'on reste ensemble. Les copains, le spectacle, c'est vrai. Massan3466 qui nous dit ça. Allez, j'ai le temps. Le spectacle, bah oui. Non, mais en fait, j'ai fait un teasing de connard, parce qu'au fond, il n'y a pas 1000 informations. On avance, on bosse bien, on est en train de s'organiser. Donc, je vous l'ai dit, j'aimerais que les premières dates aient lieu sur la fin du premier trimestre 2024, pardon. On commence à avoir des contacts avec des salles, on commence à bricoler, à s'organiser gentiment. Sur l'aspect technique, on avance un petit peu. Le texte est prêt. Je le peaufine toutes les semaines, je le répète toutes les semaines, ça c'est chouette. Et puis voilà, donc l'idée c'est que vraiment ce soit calé. On fera ça au mieux avec les premières dates de rodage qui devraient avoir lieu dans le secteur Lausanne, frontière suisse, et puis pas trop loin, tu vois, genre des bleds de Dijon, Annecy, des trucs comme ça. On est en train de se positionner un petit peu sur tout ça. Et puis voilà. Et puis voilà, les amis, l'idée, c'est qu'on va pousser cette aventure, on va aller au bout de l'aventure. Et on va se rencontrer, on va faire des choses chouettes. Et le but du spectacle, je vous montrerai un extrait peut-être d'ici la fin de la semaine, si vous êtes gentil. Il y aura des sketchs.
parce que je veux vous surprendre. Ouais, ce sera pas une vidéo, tu vois, ce sera pas une farce tranquille d'1h30. Ouais. Peut-être que je vais chanter. Peut-être que je vais faire du pole dance ou du macramé. On sait pas. On sait pas du tout, les amis. Donc voilà les copains. Je réitère l'appel. Vous le savez, de toute façon, on va longuement en reparler. Je réitère l'appel. Si vous avez des contacts pour des salles, si vous-même vous détenez une salle, si vous avez des contacts dans la technique, que ce soit régisseur, que ce soit à la lumière, si vous pouvez conseiller des gens qui pourraient nous aider pour cette tournée juste milieu, je vous donne mon adresse mail, les amis, dans le chat, je le mets plusieurs fois. Même si vous avez des lieux, que ce soit resto, bar, des lieux qui pourraient accueillir des petites dates comme ça, 30, 40, 50 personnes, n'hésitez pas à m'écrire, il y a mon adresse mail dans le chat. Vous me donnez des infos, les amis. Et si vous avez envie de m'aider, bien évidemment. Et on fait ça ensemble, on construit cette aventure ensemble, mais on aura le temps d'en reparler. Voilà, les amis. On finit là-dessus. Merci d'avoir été là. Merci d'avoir été nombreux, comme d'habitude, les copains. Ça fait vraiment plaisir. On se retrouve demain. C'est farce tranquille, juste bistrot. À mercredi, comme on les aime. Je vous embrasse, les amis. Prenez soin de vous. Vive la rigolade. Vive la France. À demain. Merde, j'ai pas mis l'écran de fin, tu vois. Parce que le micro est trop haut, en fait. Là, parce que normalement, je fais ça. Et là, je l'ai pas fait. Donc, ça n'a aucun sens. La transition est nulle. Allez, ciao.